Bonjour tout le monde, bonsoir, parce que c'est vrai que maintenant nous sommes arrivés officiellement dans l'incroyable... non, pas encore, je dis officiellement, pas du tout, c'est n'importe quoi. De toute façon, j'ai toujours des problèmes à bien définir les saisons, surtout pour moi l'hiver, à partir du moment où on est en novembre, on est en hiver, faut pas me dire non mais l'hiver officiellement c'est le 21 décembre. C'est ça. Bah oui, enfin... C'est l'hiver, quoi. C'est l'hiver, il fait froid, il caille, donc du coup, il est 18h15 au moment où on lance ce podcast, et du coup, on peut dire bonsoir à 18h15. C'est un truc de fou, quoi. C'est génial. C'est déprimant. Ouais. C'est déprimant. J'espère que t'es pas trop déprimé, parce que on est ensemble pour un bon moment. Bah ouais, non, mais moi, tu sais que c'est ce qui me maintient en vie, hein, donc je suis ravi d'être là. C'est dur. Et de retrouver tous nos amis. C'est dur de pas avoir une petite larme au moment où tu dis ça. Hein. Mais c'est la vérité, hein. C'est la vérité. Bon. Qu'est-ce que ça a été long d'attendre une semaine? Bah, on va essayer de faire en sorte que les semaines soient raccourcies. Peut-être que c'est ça la solution. Ouais. Bah, je crois. Hein. J'espère que tu vas bien, quand même. Bah, écoute. Toujours à l'attaque. Un peu moins bien qu'il y a 2 mois, hein, quand il faisait pas nuit à 16h10, mais bon, ça va. On est encore là. Il faut. J'espère que vous. Bah moi ça va, et j'espère que nos amis vont bien. Ça soit sur Twitch, sur YouTube en direct, et puis tous ceux qui nous écoutent en différé sur les plateformes d'écoute, comme on dit, là où on peut écouter notre petit podcast audio sur celle de votre choix. C'est disponible partout à chaque fois, donc ça fait toujours plaisir avec les retours que vous donnez, les gars. Donc continuez, et nous à notre côté on fait le taf. Donc vous inquiétez pas. Merci. On sera là jusqu'à la fin de la saison. Ah, c'est bon. Si on est encore tant que la santé sera là, bien évidemment, mais c'est ça. Il y a pas de raison. Il y a pas de raison. Exactement. Et j'en profite pour saluer tout le monde sur le chat que je vois. Il y a même le petit, désolé, hein, il a un traitement particulier, mais il y a Thibaut qui est avec nous. Donc je suis obligé de le saluer. Et bonjour à tous les autres également. Je vois que Stradri, qui est là, nous dit qu'il a mangé un orage de grêle sous 5 degrés, rentré avec les doigts de la main et les pieds totalement blancs. C'est officiellement l'hiver. Ah oui, c'est un bon référentiel. Pour définir si on est en hiver ou pas. Donc, courage. Quand tes mains commencent à s'ouvrir sans que tu saches pourquoi, c'est qu'on y est. C'est clair. Non mais oh là là, vraiment rien que tu vois, c'est des pires sensations ça. Les mains froides. C'est horrible. Ou les pieds aussi, tu sais, les pieds un peu froids et un peu humides parce qu'il suffit que il fait froid, mais il y a une petite flaque d'eau et bim. Oh là là. Non, c'est la cata. Bah voilà. Et la neige bientôt pour certains. Voilà, il y a Caio qui nous dit à Skip, chez moi, il neige demain. Courage. Je crois qu'il est en Allemagne. C'est courage, pour ça. Ouais, courage. Ouais. Mais bon, je viens de tomber sur un petit. Alors non, j'allais parler de foot d'un coup alors que c'est juste. Non mais n'importe quoi, ça fait même pas 5 minutes d'émission, le mec veut parler de foot, il a perdu les bonnes habitudes. Complètement craqué. Non mais pourquoi faire? Je vous préviens les gars, cette émission elle va être légendaire. Non, légendaire, je sais pas, j'aime pas trop. Je veux pas dire légendaire, mais on a rock'n'roll. Ouais, je sens que on va s'amuser à discuter de tout et de rien parce que c'est un peu faux. C'est vrai que là en haut, vous pouvez lire pour ceux qui voient l'image. En vrai, on n'a pas de sujet, non. Et ben pour le coup, on a des petits sujets. Donc voilà, de mon côté, j'ai des petits sujets que j'aimerais qu'on aborde et je pense que c'est des sujets qui vont être des points de départ de plein de discussions, ça peut être super intéressant et je pense que dans le chat, ça peut vous inspirer aussi, vous de votre côté, ça risque d'être interactif, donc c'est cool. Il y a également Vincent qui est avec nous d'habitude, il écoute en podcast, aujourd'hui il peut être sur le stream, donc il se régale. Il y en a qui veulent qu'on parle des blessés à l'OM, alors les gars, ça va, ça. Comment vous dire c'est pas, on verra ça un autre jour si vous voulez bien. Parce que ça risque pas d'être réglé demain, hein. On a le temps de parler de tout ça, voilà. On a le temps d'en parler, vous inquiétez pas. Demain, ils seront toujours pas revenus, ni après-demain, ni la semaine prochaine non plus. Et j'espère que vous faites tous vos pas. Peut-être même qu'il y en a qui sont en train de faire leurs pas pendant qu'ils nous écoutent. Ça c'est, je pense que c'est peut-être l'objectif de tout un. Hein.
Bah, C'est une grande franchement, fierté. Hein. n'hésitez pas à commenter, hein, à nous dire sur YouTube notamment ou même ailleurs. Eh ben, écoutez, là, je suis en train de vous entendre, je suis en train de vous écouter et je fais mes pas, les gars. Et merci de m'accompagner pendant que je fais mes pas. C'est toujours important. Toi, t'en es où dans tes pas, toi? Bah justement, je viens d'ouvrir l'application Samsung Health qui recense mes pas. Et bon, effectivement, comment dirais-je, je suis pas au top de ma forme depuis une semaine. Aïe, Voilà, parce que courage à comme toi. toute personne qui a été vaccinée par les laboratoires Pfizer, euh, on est particulièrement sensible l'hiver, je sais pas pourquoi. Donc voilà, petit coup de froid, petit rhume. Donc les 7 derniers jours n'ont pas été très très productifs parce qu'on est à 1800 pas mercredi dernier, 3003 jeudi, pas mal, 2005 vendredi, 2009 samedi, 3000 dimanche, 6000 hier quand même, belle journée. Ça, tu t'es rattrapé. Et Ouais. malheureusement, on est qu'à 1700 pour aujourd'hui. Oh là là, Donc, t'as c'est annulé, pas, t'as c'est annulé pas la terrible. journée. Aujourd'hui, la journée n'aura pas lieu. Non, parce On que je passe à pense demain qu'on va avoir, direct. on va avoir une bonne, enfin, j'espère, hein, une bonne session de bodybuilding, hein, j'espère ce soir. Mais Ah, bon, donc tu vas marcher. Tu vas faire des pas pour y aller. ouais, mais pas énormément, je crois. Comment c'est possible? Bah, il suffit de rester au lit, hein, voilà. C'est C'est beau. pas si compliqué que ça. Hein. Il suffit de pas sortir de chez soi et tu les fais, hein, tes 1000 steps. Alors, pour le coup, c'est bon, je te félicite pas, mais je trouve que c'est quand même un sacré tour de force de faire une performance pareille, c'est-à-dire ne pas bouger de la maison alors qu'on est en pleine trêve internationale. Et ça, Mais j'en suis le premier malheureux. Hein. J'en suis le premier malheureux, surtout qu'en plus, personnellement, en vivant dans le plus beau département de France, j'ai pas eu une météo dégueulasse. Donc j'aurais ouais, pu. t'aurais pu. Mais mon état de santé ne m'en a pas permis. Ne m'a pas Remets-toi permis. bien. Remets-toi bien. Pour Ouais, ma bah, part, je fais ce que je peux. Hein. je suis à 7911 aujourd'hui. Aujourd'hui? Sachant que je suis loin d'avoir fini, hein, comme tu peux te douter, comme tu peux voir Mm. les diagrammes sur le côté, voilà. Donc tu vas finir à 12-13. Ouais, bah, dis-toi que hier, voilà, je fais 12 300, tranquille. Ouais, ça Il y c'est a des jours, nickel. Hein. il y 12 a des 000, c'est jours. bien. Ouais, j'essaie de garantir 12 et de faire 16-17 quand je peux. Ouais, 16-17, c'est bien. 16-17, c'est vraiment très très bien. Ouais, mais 16-17, tu vois, 16-17? ouais. Ouais, non, tu le sens de suite sur ton corps, sur le Ouais, moyen terme. exactement. Ouais. Genre Et 10-12, t'es sur de la maintenance, on va dire. c'est ça, ouais. 16-17, tu te tailles un peu. Ouais, mais et puis même au niveau des courbatures, hein, tu sens un peu, surtout quand moi j'avoue j'aime bien ne pas marcher à 4 à l'heure, moi j'en vois. Ouais. Et puis même quand tu fais un 16-17 et qu'en plus t'as une séance peut-être à la salle le même jour, bah le soir Ouais. t'es bien, hein. Le soir tu dors bien. Ouais, les petits ischios, les petits mollets, même les fessiers, Ouais, tu les sens quand t'es 16-17. Hein. ouais, c'est clair. Petit, alors Et pas trop pour mon cas. Euh, Ils sont pas très petits les ischios et les fessiers, mais écoute, on... on va dire que c'est mignon quoi. ouais, mais moi, mon joueur préféré, c'est Renato Sanchez, Yous, donc je vais pas te jeter la pierre. Hein. Pour- J'imagine pourquoi. J'imagine pour quelle raison. Je n'en dirai pas plus. J'espère que l'élixir que tu bois est un zéro ou un light ou un Ben, max. justement, c'est une superbe traduction, une transition plutôt. Yous, parce que j'ai une question qui me tient à cœur que je viens de me poser il y a 3 minutes. Alors déjà, J'ai peur. question. Pepsi ou, enfin, sans citer de marque, Peps ou Trop Cox? tard. Peps. Peps ou Cox? Peps. Peps. D'accord.
Sans Peps hésiter. Max. Une seconde. Peps Max. Sans le Ouais. moindre doute. Sans le moindre doute. Très très fier de toi, Ropix. Hein. On est tous derrière toi et on compte sur toi. Donc T'inquiète, tu vas le faire. Alors, et donc, Yous, qu'est-ce que tu préfères entre un Peps Max bouteille et un Peps Max canette? Oh, bah, quand tu parles de bouteille, c'est de la grosse. Ouais, genre Ouais, j'avoue que toi, 1,5 litre au c'est moins. vrai que toi, oui, voilà, on est vu bon, à moins que tu sois très petit, mais je t'ai déjà vu quand même. Donc la bouteille, oui, ça m'a l'air d'être une 1,5 litre. Bah, Ouais. alors j'aime beaucoup, c'est très compliqué comme réponse. Il y en a, ils vont dire, bah super, y a rien de compliqué, tu réponds et. C'est la même chose dans les deux contenants. Ouais, alors eux, faut même pas discuter avec eux, les gens qui te disent ça. En fait, je préfère le goût de la bouteille, mais le problème de la bouteille, c'est que au bout de 2 verres, bah, y a plus de gaz, quoi. Ah, non, c'est une vraie. Il faut tout finir d'un coup, quoi. Ou faut tout finir d'un coup. Et du coup, je bascule sur la dernière étape de la question. Oui. Est-ce que tu préfères? Parce que pour ceux qui sont devant la vidéo, ils sont en train de constater que je bois le Pepsi au verre. Et notamment Ricky Madjer qui a été traumatisé par mon Pepsi Max au goulot. C'est vrai. Il a lu vos retours, les gars. Donc bon, j'ai pris acte de certains retours en live pour vous proposer une dégustation plus civilisée. Et donc, est-ce que tu préfères boire au verre ou est-ce que tu préfères boire au goulot, à la bouteille ou ouais, non, on est sur la bouteille, donc même pas à la canette. Mais est-ce que tu préfères au verre ou au goulot? Ah, putain. Non, je pense qu'au verre, c'est mieux. Mais c'est très, je suis quelqu'un d'impatient et j'aime bien attraper la bouteille et boire directement. Mais la sensation d'un verre sur tu vois, un Peps bien frais dans le verre, c'est quelque chose. C'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, ça a tellement rien à voir. Bah oui, au goulot, tu profites même pas du truc, c'est ça exactement. Tu sais, tu te fais un peu arracher la gorge par le gaz en plus. C'est ça en plus. Là, tu t'envoies, alors que sur le verre, t'as toute la beauté des fruits, vitamines et minéraux présents dans le Pepsi. Tu profites vraiment de cet apport nutritionnel. Les apports nutritionnels quotidiens sont totalement sont respectés, quoi. Bah, d'ailleurs, moi, j'ai un gros problème, c'est que, sauf des fois quand je m'oublie, j'arrive pas à ne pas boire en Wi-Fi, moi. Moi, j'arrive pas à boire au goulot. Et on me prend toujours pour un fou, tu vois. Par exemple, là, je vais boire ma Volvix. Sauf rare cas où je m'oublie, j'ai besoin d'avoir cette distance entre le goulot et moi. Ah ouais. Ah ça j'avais jamais analysé cette problématique. Ouais, non, moi après, j'envoie le goulot, hein, voilà. Ouais, bah, mais t'as raison, hein. Les personnes qui ont été choquées par cette pratique, voilà. Bah, ils ne le seront plus. Parce que maintenant, t'as pris un verre. Merci beaucoup. À d'autres, une fois le stream coupé, il va tèche le verre et s'envoyer une Pepsi avec passion au boulot. Non, là, je suis vraiment sur. Bah, le verre est sorti, ça va. Approche... Bon. je suis sur une approche totalement gustative du Peps Max, donc je ne le ferai pas. C'est beau. Il a découvert quelque chose. Très partageur, ce Youth, c'est l'habitude de partager. C'est peut-être ça. Peut-être que c'est que dès qu'il y avait un foot avec les potes, vu que c'était jamais ma bouteille, c'est peut-être aussi ça. Tu peux le tourner aussi autrement. Et ben Thibaut, sache que j'ai le match de l'Algérie devant moi, si c'est ça qui t'inquiète, contre l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir discuter avec vous et avec mon ami Edou. D'ailleurs, l'autre fois, parce que on a parlé de Pepsi, c'est peut-être pas le moment de parler de nourriture, ça fait déjà 14 minutes qu'on a commencé, mais on parlera de nourriture la prochaine fois peut-être. Ça nous laisse une intro. On a beaucoup de, je pense qu'on a pas mal de sujets à aborder. Faut vraiment qu'on rate rien. Faut qu'on parle
Ryan Cherki. Attends, mais alors, non, on va parler on va trouver un moyen de parler de Cherki parce que je sais que chouchou Cherki, ça. Bah, et pour le coup, si on simplifie un peu l'essentiel des lundi spaghetti qu'on a fait la saison dernière, il y a moyen que Ryan Cherki et le Barça de Flick soit 50% du temps effectif. Ah ouais, après Flick, je pense que c'est sûrement la personne dont on a le plus parlé la saison passée. Donc au moment où certains médias se font un malin plaisir de le cibler honteusement, on va donner la parole à son plus grand fan tout à l'heure. Mais voilà, il y a Matskin qui nous dit de pas parler de foot aujourd'hui. SVP, désolé, un peu. Irak versus Émirats Arabes Unis, il y a 1-1. Pour info, sachant que tu t'en fous, Edu, mais ils sont en train de jouer une des dernières places qualificatives pour le barrage intercontinental, tu sais, où il y aura le Congo, il y aura plein d'autres. Vu que t'es plus au courant que moi, est-ce que les barrages sont déjà déterminés ou pas ? Non, pas du tout. Justement, très intéressant. On dirait qu'on s'est préparé. En fait, il y aura 6 équipes qualifiées. Ouais. Il y a 2 qualifiés au bout de ces barrages, donc il y a 2 voies. Il y a une voie pour 3 équipes, une voie pour 3 équipes. Et en gros, les 2 meilleures équipes au classement FIFA n'auront qu'un match à jouer. Et elles auront qu'un match à jouer et le gagner pour ensuite se qualifier. Et elles joueront contre une des 2 équipes qui se seront affrontées en demi-finale. C'est pas vraiment des demi-finales, mais en gros, t'as 2 équipes directement qualifiées dans leur finale et 4 équipes qui vont se jouer l'une contre l'autre, enfin une contre une et une contre une, pour avoir le droit de jouer la finale contre une équipe déjà qualifiée. Et pour être déjà qualifié en finale, il faut être dans les 2 meilleures équipes au classement FIFA. À l'heure actuelle, la meilleure équipe au classement FIFA dans toutes les équipes potentielles qui peuvent aller dans ce barrage, c'est le Panama. C'est incroyable, je savais pas du tout. Ils sont, je crois, 40e ou 41e. Mais ils étaient à la Coupe du Monde, non, 2022 Ou alors c'est 2018 Ils ont fait une des 2 dernières. Ils ont fait une des 2 dernières. Je crois que c'est en Gold Cup où ils ont fait un truc pas mal, non ? Qui fait que... Ouais. Ah non, Panama 2018, c'est ça. Et c'est leur seule participation. Ou 31, tu vois, je t'ai dit 40 ou 40e, mais ils sont 30 ou 31e même. Enfin voilà, ils sont super bien classés, donc si eux vont en barrage, ils seront incontestablement cette équipe-là. Et t'as aussi l'Irak qui est devant le Congo. Et du coup, si l'Irak ne se qualifie pas, le Congo sera quasiment assuré d'être tête de série dans ce barrage et n'aura qu'un match à jouer. Voilà. Parce que je croyais justement, j'avais posé la question, parce que j'avais vu passer des tweets, mais c'était pas, enfin c'était diffus, on va dire. Ouais. Je croyais que le Congo n'avait qu'un match à jouer dans tous les cas, mais il existe un scénario dans lequel ils en ont 2. Exactement. Si le Panama et l'Irak se qualifient, là, pour l'instant, Irak-Émirats, il y a toujours 1-1. Il y avait eu 1-1 au match aller, il y a 1-1. Donc ils sont à égalité parfaite. Mais si ces 2 équipes finissent en barrage, sachant que le Panama peut encore se qualifier directement. Il joue ce soir. Voilà. Exploser comment Edu s'en allume de ses matchs de con. C'est ça qui est fort, c'est que vraiment, je pense qu'il en a vraiment rien à battre parce que il sait que dans ces pays-là, les défenseurs centraux font tous moins d'1m75, il en a rien à foutre. Et ça l'intéresse pas une seconde. Je ne dirais rien, en tout cas, on aura une attention particulière sur Costa Rica, Honduras cette nuit, et sur putain, mais c'est en plus et sur Jamaïque, Curaçao également. Mais tu me dégoûtes, même sur des matchs comme ça. Mais même sur des matchs comme ça. En tant qu'amoureux du football, Yous, on aura un œil particulièrement attentif aux performances de Ethan Pinnock de Brentford et de Kendall Waston de Saprissa Costa Rica, qui sont des joueurs dont on apprécie particulièrement le style de jeu. Il n'y a pas qu'une manière de jouer au foot, ok? Non, tous les footballs se valent. il est vraiment dingue. Mais au moment où tu as commencé à citer les matchs, je me suis dit, mais non, quand même. Non, il est en train d'inventer. Non, je n'invente pas. Il y a des sujets sur lesquels je n'invente jamais. Parce que j'avais regardé il y a 2-3 jours parce que ça m'intéressait de savoir qui se joue. Et du coup, quand... Et que des matchs décisifs en plus, hein, parce que le vainqueur en tout cas, que ce soit Jamaïque, Curaçao
et Costa Ouais. Rica-Honduras, il n'y a qu'un seul qualifié entre les deux. Donc des matchs décisifs. Ouais, Voilà, exactement. pour tous les amoureux de foot, je vous conseille vraiment, Alors, vous allez vous régaler. Qu'est-ce que ça joue? C'est dommage que ça ait lieu tout a lieu à 2 heures en même temps en plus, hein, c'est beau. Je sais, Ouais, c'est pas télévisé, c'est dommage parce que. C'est sur YouTube, en direct. Ah! Eh ben écoute, à 2 heures. C'est mieux filmé qu'Arabie Saoudite, Algérie. Alors, il dit ça parce que jusque-là, j'avais un lien pour le match où, en gros, c'est quelqu'un qui était au stade et qui filmait. Donc, tu vois, franchement, non, tu sais, c'est assez exceptionnel parce que, bon, voilà, j'ai regardé d'un œil Haïti, Costa Rica, et c'était quoi? La semaine dernière, Jamaïque. non? Ouais, ce week-end. Jamaïque, ils ont joué ils ont fait match nul à Trinidad et Tobago. Et donc, j'ai constaté que c'était en live sur YouTube et les moyens étaient tout à fait intéressants. Un bon commentateur, des caméras qui fonctionnent. Donc, c'est plutôt pas mal. Eh ben, c'est beau. C'est beau. N'hésitez pas. Et c'est beau de voir que tu as encore la passion pour le football. Je vois que c'est que le ballon, hein, Youss. Hein. C'est beau. Peter Louis, qu'on salue, qui nous demande si on arrive à envisager un bon parcours de la Norvège en Coupe du Monde. Ah, c'est vrai que. Moi, je suis. 2 ou 3. Ah, tu m'en demandes beaucoup. J'ai vu. Non, je crois que c'est chapeau 3. Je crois que c'est chapeau 3, Norvège. Mais je suis un peu étonné parce que. Ouais. J'ai l'impression que la Norvège était complètement nullissime depuis des années. Ouais, malgré Haaland. Et là, ils ont un petit buzz. Bah, maintenant, tu sais, t'as le petit Oscar Bob de City qui est là. T'as également Antonio Nusa qui joue à Leipzig. Bah, t'as Odegaard, bon, qui est pas souvent là en ce moment, mais au final, t'as une petite équipe avec quelques individualités, ça rend le truc cohérent. J'avoue que je n'ai pas non plus vu énormément, mais voilà. Bah, je les ai juste vus contre l'Italie, j'ai regardé d'un œil. Ah, mais t'as peut-être l'explication du fait qu'ils se soient qualifiés. C'est qu'ils étaient dans la poule de l'Italie. Ouais, déjà, l'Italie qui est dramatique et on ne sait pas à quoi sert cette sélection, ni ce pays d'un point de vue footballistique, hein, parce que autant sur le point de vue culturel, on peut pas enlever énormément de choses à l'Italie, autant sur le plan footballistique, on est sur un drame absolu. Ouais. Mais ouais, il y avait peut-être qu'un groupe avec l'Italie qui pouvait permettre à la Norvège de passer pour un géant. Bah, tu vois, attention quand même, parce que mais moi, ça serait une de mes curiosités cet été. La Norvège. Oui, moi aussi. Parce que, mais surtout pour Haaland, personnellement. Bah c'est parce qu'en fait, oui, on en a parlé. D'ailleurs, tu vois, on peut en parler de ça parce qu'on en a parlé souvent. Tu sais, même la dernière fois où il y a 2 émissions, je sais plus, où on parlait du fait, tu sais, des fois on entend les gens dire oui, il a porté son équipe, alors que ça n'existe pas, tu vois, si ce n'est une personne, bien sûr. À quel point Haaland, qui, même si je pense que, voilà, encore une fois, porter son équipe, ça n'existe pas. Et, en tous les cas, il faudrait qu'il ait une équipe cohérente autour de lui. À quel point Haaland peut emmener cette Norvège loin, tu vois. Je suis curieux parce que il y a un truc qui aide pas mal, c'est qu'il met 43 buts par match. Du coup, ça peut ça fait pas mal de choses. Ça aide à en mettre plus que l'autre. Déjà. Mais donc, tu vois, moi, je suis curieux de voir ça. Genre, est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'il y a un plafond pour cette équipe s'ils sont, genre, équilibrés, ça défend bien, il y a 2-3 joueurs pas mal, et t'as un espèce de Golgoth en neuf qui marque sur chaque action, parce qu'on sait que sur ce genre de compétition, au même titre que la Ligue des Champions, tu vois, ça se joue à des détails sur les matchs. Je sais pas, je suis curieux de voir ça. C'est basique, hein, et c'est impensif, mais si t'es costaud dans les deux surfaces, c'est quand même. Ah oui. Surtout pour une compétition comme la Coupe du Monde, où de toute façon, c'est un peu. Pour moi, c'est une compétition qui est nivelée par le bas, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que à part,
en tout cas 2018, 2022, collectivement, en termes de talent et tout, les sélections étaient faibles. Bah, tu regardes les finalistes, tu vois, une finale France-Argentine, c'est pas deux mauvaises équipes, hein, et t'as du talent, enfin surtout plus de talent, je pense, côté, ouais encore. Non, les deux, tu vois, ils sont pas extravagantes en talent. T'as des bons joueurs, hein, tu vas pas en finale de Coupe du Monde si t'as pas des bons joueurs, mais c'est pas des équipes extraordinaires. Euh, donc, si tu arrives sur une compétition en étant costaud et en ayant un mec devant qui sanctionne, tu peux, comme l'a fait le Maroc, arriver dans un dernier carré avec un calendrier Ouais, un peu favorable. T'as vraiment de quoi faire. ça peut. Ouais. Donc, ouais. Et quand tu vois l'état de forme d'Haaland en ce moment, euh, je suis pas partisan. Moi, déjà, sur Haaland. J'ai trouvé assez drôle le traitement qu'il a eu la saison passée où il a complètement disparu des radars. Ouais. T'avais l'impression qu'il faisait une mauvaise saison. Il a été beaucoup critiqué. Déjà, il a eu beaucoup de pépins physiques, il me semble, l'an dernier. Ouais. Mais il sort quand même de la saison avec 35 ou 40 buts, toutes compétitions confondues. Mais bon, on a l'impression que c'était voilà, c'est limite un flop. Et là, on voit que en pleine possession de ses moyens, dans une équipe, alors qui n'est pas encore transcendante City, mais qui est quand même beaucoup plus cohérente que que la saison passée, on se rend compte que c'est très très compliqué de jouer contre lui. Et que même il a peut-être encore progressé dans la surface, dans le sens où quand tu sors d'une saison comme l'an passé, euh, il avait peut-être plus de mal à être trouvé par ses coéquipiers. Et là, tu as vraiment C'était l'impression surtout que dans la un souci surface. collectif, Oui, exactement. forcément. Plus que lui-même, en Ouais. fait. Ça reste un numéro 9, donc il a besoin d'être approvisionné. Mais là, il est tellement dominant. Et beaucoup, tu vois, enfin, quand, tu sais, quand il met son doublé contre Bournemouth il y a 3 semaines, je crois, où il fait, je crois, c'est les deux buts, je crois que c'est des ballons dans la profondeur. Ouais. Euh, alors, effectivement, tu peux tourner un peu en dérision la façon dont défend. Bournemouth parce que effectivement c'est quand même pas extraordinaire, mais je crois que c'est le premier où il fait vraiment 50 ou 60 mètres balle au pied. T'as pas un, t'as pas un joueur dans le monde, à part Mbappé, et pour moi Mbappé il le met pas, t'as pas un joueur dans le monde qui peut mettre ce but, qui peut sur 60 mètres avoir la vitesse et la puissance nécessaires pour conduire le ballon, résister au retour des défenseurs et finir derrière. Et en fait, tu arrives aujourd'hui sur une version d'attaquant Haaland qui est indéfendable dans la surface et indéfendable à 50 ou 60 mètres des buts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part, tu vois, peut-être la petite zone à 15-20 mètres des buts adverses où effectivement, parce que sa première touche ou sa qualité technique pure, elle n'est pas extraordinaire et donc ne lui permet pas de pouvoir faire des différences dans cette zone-là, tu sais, sous pression ou en ayant quelqu'un à la charge, où il peut uniquement peut-être rayonner en tant que pivot, aspect dans lequel aussi il a progressé. Euh, que ce soit dans les 15 derniers mètres ou dans la profondeur, il est indéfendable. Donc si on revient sur la Norvège, te dire que dans une compétition un peu décousue comme la Coupe du Monde, ils ont ce mec-là devant en pleine bourre, ça peut quand même solutionner un paquet de matchs. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. C'est le genre de mec, même, tu vois, dans l'approche contre une équipe comme la Norvège, enfin, et puis, peu importe l'équipe dans laquelle il est, comme tu dis, c'est que si tu restes un peu trop dans ta surface, t'as pas trop envie d'avoir un mec comme ça qui tourne, et si t'es un peu loin de ta surface, t'as pas trop envie d'avoir un mec comme ça qui arrive à être touché, lancé, parce C'est ça, que exactement. tu le retrouves, tu le rattrapes plus, tu le vois plus, hein. Non. Il démarre et vroom vroom, c'est trop tard. Donc ouais, non, c'est que je pense qu'on est tous les deux curieux de voir ce que ça donnera de la Mm. Norvège sur cette Ouais, Coupe du Monde. tu vois, quand on y réfléchit, bon, c'est vraiment quelques secondes, mais t'as pas, je pense pas que t'es. Moi, j'ai pas d'autres sélections en tête qui m'intriguent autant. Même si là, pour le coup, c'est un intérêt qui est quand même très individualisé sur Haaland, hein. Mais j'ai pas une équipe où je me dis, ouais, j'ai vraiment hâte de la voir ou une curiosité, à part un peu l'Angleterre, parce que je me dis que ça peut peut-être être la bonne année.
Justement, Blabla le dit dans le chat. Mais sinon, l'Équateur, je le mettrai pas dans mes curiosités. Je vais sans faire le hipster parce que l'Équateur, pour mettre farci quelques matchs d'Amérique du Sud depuis T'es de plus curieux, nombreuses t'as années. compris. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Je sais que c'est une équipe qui est assez terrible parce que je le dis sans trop de détours. L'Équateur, physiquement, je crois que c'est le pays qui m'a le plus impressionné depuis que je suis le foot. Genre, ils ont que des animaux. Et depuis Genre, que t'es spécialisé dans le bodybuilding. Donc tu D'autant sais de quoi plus. tu parles. Mais athlétiquement, l'Équateur, c'est terrible. Donc c'est une équipe qui est horrible à jouer parce que sur l'aspect athlétique, ils sont vraiment extraordinaires. Et ils ont maintenant quand même aussi certains talents qu'ils n'avaient pas, tu vois, il y a 10 ou 15 ans. Donc ouais, c'est plus trop une curiosité sur l'Équateur, mais en tout cas, ça va être une équipe qui risque, à moins de flopper complètement, qui risque de faire mal à la Coupe du Monde. Ouais, non, ouais, je suis d'accord avec toi. Et il y aura ce tirage le 5 décembre. J'ai hâte de ça. Ça arrive vite. Ouais, ça va arriver vite. Donc c'est bien cool. C'est bien cool on verra bien ce qui se passe dans cette Coupe du Monde parce que c'est vrai que l'incroyable Cristiano Ronaldo a également permis au Portugal de se qualifier en explosant l'Arménie. Merci à Bloxy pour celle-là. Il est incontournable de toute façon. Bah, c'est comme en finale de l'Euro. Hein. Il a clairement fait la différence en 2016. Ouais. C'est peut-être un des matchs dans lesquels il a été le plus décisif pour le Portugal quand il pense. Dans cette compétition, incontestablement. Mais du coup, les barragistes, ils sauront leur poule avant même de savoir s'ils sont qualifiés. C'est exactement ça. C'est ce que je me suis dit quand tu as dit 5 décembre, moi je me suis posé la question. En gros, ils auront leur path, comme ils disent en anglais. Voilà. En gros, peu importe l'équipe qui se qualifie dans cette voie-là, et ben, elle sera dans ce groupe-là, tu vois, et ainsi de suite. Donc, ça serait assez marrant à voir, parce que ouais, tout se passera du coup en mars. C'était un peu pareil en 2022. Ouais, non, ouais. Puis moi, ces barrages de mars, je t'avoue qu'il m'émoustille. Il te titille. Franchement, que ça soit en Europe, c'est chiant pour eux parce que c'est bon, rajouter encore 25 matchs, j'ai envie de te dire, c'est bon, vous forcez. Mais à suivre, tu vois, on va pas se mentir. Quand c'est mort subite, c'est toujours là, quoi. Oui, ça rajoute de l'intérêt, puis ils sont plusieurs équipes. Voilà. Est-ce que t'as vibré sur l'Irlande, toi, ce week-end? J'ai pas vu j'ai vu la vidéo après. Oui, voilà. Mais j'étais pas devant le match. Ouais. C'est sur le 15. Mais on a. C'est sur le 15 du trèfle plutôt, toi, d'habitude. Je pense qu'on a on est beaucoup à avoir une tendresse particulière pour ce pays. Pour des raisons diverses et variées. Hein, ouais. Parce qu'on aime la nature, on aime le vert. Voilà, exactement. Tout ce qui est vert. Voilà. C'est pour ça que tu as pris un verre pour boire. Exactement, tout à fait. On aime beaucoup Jack O'Brien, Liam Scales, Dara Oshie. Et mon père, je me rappelle plus le 4e défenseur. Mais non, et Nathan Collins de Brentford, qui est coéquipier du Norvégien Christophe Ayer, qu'on suivra avec particulièrement d'attention à la Coupe du Monde. Aussi. 1m98. Mais non, très content. Déjà, j'aime pas la Hongrie. Voilà, on a tous nos sensibilités. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu partagé quand même, ça. Ouais, donc non, très content. Et on espère qu'ils passeront les barrages, parce qu'ils sont malheureusement en barrage encore. Ouais, donc, ils ont gagné le droit d'aller en barrage, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, mais Troy Parrott, incroyable. 5 buts. C'est légendaire. 5 buts sur les 2 derniers matchs, quoi. Extraordinaire. Donc non, j'espère que ça va le faire. Parce que, voilà, qu'on le veuille ou non quand même, Coupe du Monde, Euro, on aime voir des pays avec une certaine passion, quoi. Et l'Irlande, on sait qu'ils vont être à fond. En plus, je lisais un tweet il y a pas longtemps, là.
Euh, L'Irlande aux États-Unis, ça va forcément être extraordinaire. Imagine, ils ont un match à Boston ou je sais pas Oh là quoi, là. ça va être Ouais. la folie. Le Ça va être rêve. la folie. Non, non, toi, très content. J'imagine que toi aussi. Ouais, ouais, ouais. J'aime beaucoup l'Irlande. J'aime beaucoup l'Irlande, j'aime beaucoup les Boston Celtics, j'aime beaucoup les Celtics Glasgow. Non, mais franchement, j'ai toujours Ouais. aimé, toujours aimé tout ça. Pas la Guinness, par contre, désolé. Ça, non. Ben, Je sais même pas je si sais c'est pas si je irlandais. peux te donner plus d'informations, mais dans tous les cas, c'est pas pour moi non plus. Et tu penses que Ryan Cherky jouerait, il serait aimé en Irlande en tout cas? Chouchou, chouchou Euh, Rayon. je sais pas, hein, parce que je crois qu'ils ont un joueur de Heart of Midlothian qui est numéro 10. Donc pas sûr qu'il puisse faire sa place face à Jack Nkunkush. Jack N... face à Jack Nkunkush et, et Toby McLean. Kylian. Mais, mais peut-être, hein, je sais pas. Après, c'est qu'un remplaçant de Manchester City, hein, donc il peut pas non plus espérer être un international. Ouais, mais c'est ça, Manchester City lui aussi, il est con quoi. Qu'il Il aille aurait dans pu un grand jouer. club. Bah ouais, qui joue sous les ordres de Sébastien Pocognoli à Monaco et qui fasse pas chier là au lieu de faire le mec Oh. différent là. Et alors Ouais, j'en c'est ça. profite parce que je sais qu'il y en a qui vont s'empresser de commenter ça sur YouTube ou autre, et j'en profite parce que je vois que dans le chat aussi il y a quelqu'un qui a voulu me reprendre là-dessus. Alors quand on parle des Celtics Glasgow, quand on parle d'Irlande, évidemment que Glasgow c'est en Écosse, sauf que c'est un club d'Irlandais. C'est un club fondé par des Irlandais. Il y a il y a une grande attache à l'Irlande pour les supporters du Celtic Glasgow et pour toute cette communauté. Voilà pourquoi on parle du Celtic. On sait que, évidemment, on a encore des restes en géographie. Il nous reste pas grand chose, mais Exactement. ça encore, ça va. Mais Un peu oui, grâce au foot aussi, hein. non, il n'y a pas de souci, Rontoudou. Avec grand plaisir. C'est grâce, franchement, principalement au foot. Hein. Non, ça, c'est clair et net. Ça, t'as le nombre de villes improbables d'Europe qu'on connaît juste parce que, voilà, tu vois, on sait, il y a cette Il y a équipe-là eu un match qui de a Coupe été. d'Europe à un C'est moment ça. donné. C'est ça, non mais c'est juste dingue. Et puis bon, toi après tu pousses encore plus loin l'expérience. Hein. Ça va, mais du coup, à cause du verre, t'as fini encore plus vite la bouteille. Ouais, franchement, elle est en train de descendre à une vitesse assez inquiétante. Mais bon, elle est là pour ça, hein. J'en Bah il prends faut. une par semaine. J'en prends une par semaine. C'est ça va. En vrai, ça. Ah, du coup, elle part en un jour ou tu la gardes plusieurs jours? Bah ça dépend s'il y a un mardi rigatoni dans, dans le coup. S'il n'y a pas de mardi rigatoni, elle tient non, 3-4 jours, je pense. Mais s'il y a un mardi rigatoni, elle tient pas terrible. Bah écoute, c'est c'est beau. Franchement, c'est beau. Je Mais t'avoue ouais. que j'essaye de pas trop, hein, voilà. Sans gaz, ça finit en nous. Bah c'est ça le problème. J'avoue que ça coûte tellement plus cher d'acheter, je sais pas moi, 6 canettes. Mais ah là T'as là, toujours du franchement, gaz. voilà, c'est ça. Ton expérience, tu la kiffes. Hein. Tu la kiffes. D'ailleurs, le format des canettes, on en pense quoi? Oui, c'est n'importe quoi l'émission. Hein. Non, Genre parce la que question c'est qu'est-ce qu'on pense des 33 centilitres, c'est ça la question? bah parce que figure-toi qu'il y a certains pays où le 25 est de rigueur et j'ai Non, tendance à 25, penser c'est pas possible. c'est pas assez, c'est ça que tu vas me dire. Mais genre printemps-été, 25. C'est une gorgée quoi. Ouais, 25, tu l'as tué. Tu sais, t'as tué juste le petit filtre. Tu sais que quand t'as très très soif et que t'as épuisé ce filtre, mais derrière t'as encore soif, mais Donc la soif que tu as t'as la pour faim. profiter de ce Ouais. que tu vas boire. Donc là, t'as plus rien. 25, c'est terminé. Donc non, 33 au minimum, quoi. Je comprends ton point. Mais il y a des Après fois 25, quand t'as pas où très soif, c'est bien. c'est ça, c'est ça. Il y a des fois c'est quand même
c'est quand même pas mal. Mais ouais, bah, parce que je sais pas, moi je me demandais si 25 c'était pas la bonne On va dire point de vue comment on dit. santé, oui, peut-être. Alors ça oui, j'avoue que j'étais pas trop dans ça, mais c'est vrai. C'est vrai que ça peut. L'épicerie vers chez moi, il a que du Hamoud en 25, je soupçonne. Bah justement, si tout ce qui est Hamoud, ça sera du 25 à chaque fois. Généralement, c'est 25 en Algérie, la taille de conditionnement classique. Je sais pas pourquoi. Pour se resucrer, 25 c'est suffisant. Ah bah oui, parce que c'est vrai que si t'as vraiment soif, bah tu bois de l'eau. Hein. Désolé, mais Oui, t'auras soif. oui. Mais non, Avec mais... un grec, c'est 33, ça je suis d'accord. C'est vrai qu'après un repas bien gras, il te faut ton... Ou avec une pizza, quand t'as fini ta pizza, il te faut ton Bah, tu sais 33, quoi, je pense. limite, ça va te surprendre, mais après avoir, si j'ai le ventre bien plein, Tu 33, peux c'est pas trop. boire. Oui, ah non. Ouais, Oui, ouais, genre la t'as pas canette, tort. elle est trop Elle est grande. dure à finir. Ah, elle est dure à finir. Ouais. Ouais, Elle est dure à exactement. finir. Je comprends. Au niveau, il y a plus trop de place, quoi. Mais bon. Mais on parlait de Ryan Ouais, et puis... Cherky, quand même. Vas-y. T'allais dire un truc. Non, c'est bon, on peut passer à Ryan Cherky. On n'est Bah, pas obligé de recycler la canette. j'ai pas envie de te frustrer. J'ai pas envie... Non, non, c'est Non. bon. Est-ce que t'as suivi tout ce qui s'est passé sur Ryan là Je t'avoue que moi, pendant les trêves, je suis tellement ça de loin que je découvre, tu sais, les polémiques au moment où tout le monde en parle, et j'ai toujours ce côté où, tu sais, quand tu comprends pas d'où c'est parti. Et moi, je découvre un peu tout ça parce que j'ai évidemment pas regardé une seule minute de l'équipe de France pendant cette trêve. Donc, je sais même pas du coup s'il y a un point de départ avec une prestation pourrie ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais toi, tu Ben, sauras pas non plus, je pense. figure-toi que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu l'équipe de France. Parce que Ouais. honnêtement, depuis la Coupe du Monde 2022, j'ai pas souvenir d'avoir regardé un match de l'équipe de France. Eh ben, Parce que, voilà, comme moi je le disais, je crois, la semaine dernière, moi je regarde les matchs que j'ai envie de regarder. Je regarde pas les matchs parce qu'il faut les regarder. Donc autant te dire que l'équipe de France, euh, je peux pas me voir déjà, je les déteste tous. Et là, je suis tombé dans le panneau parce que il y avait Chouchou Ryan. Donc je me suis dit, vas-y, Chouchou Ryan, allez, on donne une chance. Le match était immonde, bien évidemment. euh, Et bon, c'est vrai que Ryan n'a pas été, mais comme tous ses coéquipiers, hein, n'a pas été transcendant. Mais oui, je sais mais pas, le bon. lendemain ou le surlendemain, il commençait à avoir les tweets et tout. Je dis, mais il a juste été moyen, comme tous les joueurs de l'équipe de France sont moyens depuis 10 ans. Pourquoi enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai pas remarqué de choses particulièrement délirantes pendant le match, hein, hormis voilà, une performance moyenne, mais comme tout le monde. D'autant plus que, tu vois, quand il fait sa rentrée contre l'Espagne, on n'a jamais vu ça, quoi. Ouais, non, mais oui. Quand il rentre et qu'il... Donc j'ai pas compris, mais je suis comme toi, hein, j'ai pas compris. Et en fait, tu vois, au-delà de ça, je comprends même pas le... En fait, pourquoi tu veux tailler Cherki? Je veux dire, à la rigueur, que tu l'aimes pas. Bon, ça fait juste de toi un con. Ça fait juste de toi un con. Et ça fait juste de toi quelqu'un qui a pas une sensibilité football très intéressante. Parce que si ce mec-là, tu l'aimes pas, bon, ben, c'est triste pour toi plus qu'autre chose. Oui, Mais je veux dire, voilà, c'est ça. c'est pas quelqu'un qui recherche la lumière. C'est pas quelqu'un, honnêtement, je trouve pas qu'il ait un traitement médiatique ou un buzz médiatique extravagant. Je veux dire, t'as même pas, tu peux, à la rigueur, tu te dis, vas-y, le mec, euh, il a été monté en l'air par les médias, par les trucs, t'as envie de le descendre parce que ça te fait chier, Maxin. Mais honnêtement, je trouve pas qu'on parle beaucoup de Cherki, surtout pour un joueur français qui joue dans l'une des plus grosses équipes du monde à une époque où quand même t'as plus beaucoup de grosses stars françaises à part Mbappé, et que le reste, bon, il joue encore dans des grands clubs, mais tu prends le 11 type de l'équipe de France, t'as plus vraiment de superstars, quoi. Donc pourquoi ce besoin de venir tailler un mec? Il a, je sais pas, moins de 10 sélections, enfin, il a pas plus de 5 apparitions en équipe de France.
J'ai pas compris, tu vois. Je vois pas le principe. Non, mais je t'avoue, j'ai pas compris non plus. Ouais, je sais pas. C'est assez bizarre. Une polémique créée par Roten et Domenech, repris par tout le monde. C'est pas un signe que ce pays est foutu. Peut-être. Ben, déjà, c'est pas. T'avais un C'est espoir? intéressant. T'avais un espoir que non? C'est. C'est... Ouais, non, mais déjà, mais ça on dit tellement. Je veux dire, Domenech, l'équipe TV, Roten, RMC, c'est les deux plus gros médias sportifs foot de France. Et quand tu vois que ces médias sportifs-là, bah, qui sont leurs intervenants, qui sont leurs chroniqueurs, bah, ça t'en dit énormément déjà du traitement du foot en France et même de façon plus large des médias en France aujourd'hui, quoi, où la parole est aux polémistes plus qu'aux connaisseurs ou j'aime pas ce terme, hein, connaisseurs, experts, etc. Mais pour le coup, là, on est vraiment sur des gens qui n'ont absolument aucune sensibilité foot et qui, au-delà de la sensibilité, n'ont même pas, tu sais, la pertinence d'établir un raisonnement cohérent, pertinent. Ils ont vraiment, enfin, ils ne servent que de la polémique, que du buzz. Et tu vois, quand on arrive sur un cas comme Cherki, tu te dis, c'est quoi le problème? Enfin, on a, on sait tous les deux moi j'ai ma une petite grande idée. partie du problème. Il y a une grande partie du problème, donc qui est indiscutable, qu'on n'a même pas besoin d'aborder. Mais je pense qu'il y a aussi, tu sais, le fait que bah, quand tu vois Cherki, il n'y a pas de, il y a pas de service de com. Enfin, tu sens pas. C'est un mec qui a l'air désintéressé, tu sais. Donc tu vois, t'imagines pas Cherki ou son entourage ou son agent aller lécher quelques culs pour avoir une bonne presse. Tu sens vraiment que ça n'a pas l'air d'être sa priorité. Comme ça l'est pour énormément de joueurs en équipe de France. Où on n'a pas besoin de citer des noms pour se rendre compte que un tel il a un gros service com, un tel il a une grosse service com, et que au-delà de la performance sur le terrain, de ce qu'ils font en club, il y a quand même beaucoup d'énergie, pas forcément par le joueur lui-même, parce que c'est des joueurs qui ont des grosses équipes derrière eux, mais qui a un très gros, on va dire, travail en interne, en extra sportif, pour valoriser les joueurs et peut-être s'acheter du calme et du soutien. Ça, tu peux être sûr, visiblement, vu le traitement de Cherki, qu'il n'y a pas ça chez lui. Ah bah ouais, non mais c'est... En France, on n'aime pas les joueurs talentueux, Henri Ribéry... C'est vrai que Oji Seram, il cite quelque chose de très intéressant, c'est que Thierry Henry, tout le monde a oublié, mais c'est... quand il jouait au football, il était détesté en France. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque... Tu trouves Alors, la main lui a fait mal. La main mais lui a même fait mal. avant, enfin, détester, c'est un bien grand mot. Mais il a jamais été aimé au niveau de ce qu'il était, le joueur qu'il était à Arsenal, tu vois. Il y avait des jeunes qui l'aimaient, tout ce que tu veux, mais l'opinion publique n'a jamais été fan de Thierry Henry. Après, il l'aidait pas avec son comportement. Non, mais Franchement, c'est drôle que tu dises ça. Moi, je l'ai toujours perçu comme étant sur un piédestal en France. bah, Mais peut-être que je me trompe. Quand tu regardes concrètement, vraiment, bah, j'ai pas l'impression, moi, vraiment. Et il a jamais été transcendant en équipe de France. Ça, oui. Bon, ça, c'est un autre sujet, faut pas me lancer dessus. Alors, tu peux même dire, il a toujours été nul en équipe de France. Non mais, faut dire les termes. En 98, il a absolument pas un élément important. En 2000 non plus. Et après, c'est catastrophe sur j'ai pas revu les matchs, mais paraît-il, j'ai pas revu les matchs, mais paraît-il qu'il était très fort à l'Euro 2000. Mais ah ouais, j'ai pas revu, donc je peux pas. Ouais. Mais après, okay. sur le reste, tout ce qui est Coupe du Monde et ce qui vient après, en tout cas, il a jamais été au niveau de ce qui était attendu de lui et de surtout dans sa meilleure période. Hein. Et du statut qu'il avait, quoi. Sa meilleure période, c'est 2004 et c'est le vol du Ballon d'Or selon certains par Pavel Nedved. Mais du coup, cette période-là,
c'est pas ça. Enfin, c'est une période où il est pas bon en équipe de France et l'équipe de France n'est pas bonne au niveau global. Et même après, tu te rappelles que les années d'après, il y a eu pendant des années le fameux Henri Trezeguet peuvent pas jouer. Enfin, tu sais, t'as eu ces débats Henri Trezeguet qui ont un peu empoisonné toute l'actualité autour de l'équipe de France parce qu'ils pouvaient pas jouer ensemble. Oui, ça avait été décrété. Voilà. Mais tu vois, sur le débat de Trezeguet-Henry, moi, le souvenir que j'en ai, c'est quand même que la France avait pas de problème avec le fait qu'il ait été préféré à Trezeguet. Parce que moi, je l'ai toujours perçu, peut-être à tort, hein, parce que tu sais, génération de téléfoot où tu avais un reportage toutes les 2 semaines sur Henry à Arsenal et les Frenchies. Mais tu sais, j'ai toujours eu l'impression qu'il avait été mis sur un piédestal et qu'au final, si lui, il avait été privilégié par les médias, je suis d'accord. Après, par les Français, peut-être. J'ai toujours l'impression que les Français n'étaient pas fans du mec, quoi. Bah, comme quoi, les Français ne se trompent pas toujours. Hein. Et puis en 2010 aussi, oui. Après, et puis il a été dans des moments qui ont été assez marquants de manière négative. Négative. Bah, il a pas, en fait, qu'on le veuille ou non, Henry, à part le but face à l'Irlande, c'est Irlande ou Écosse? Irlande, exactement. La lunette. Oui, c'est en Irlande, là-bas. Oui, Irlande, ouais. L'enroulé qui met, là. C'est ça, ouais. C'est le seul moment fort qu'il a en équipe de France. Bon, ouais, Brésil. Avec la main. Avec la main. Avec la main, ouais. Enfin, on va dire dans les moments légaux du foot. Mais rappelle-toi, tu vois, quand il marque contre le Brésil, la première chose qui est ressortie, c'est le premier but de Henry sur une passe de Zidane. En 2006. Alors que ça faisait 8 ans que les deux étaient titulaires ensemble en équipe de France et que ils jouaient pas l'un sans l'autre, quoi. Donc ça en dit long aussi sur peut-être ses performances décevantes en équipe de France. Après, tout n'est pas noir, même si j'aime pas le joueur et etc. C'est 2003, la nuance qu'on peut aussi... je me suis trompé. C'est 2003, ouais, de Nedved. Ouais. La petite nuance qu'on peut faire, c'est quand même que forcément entre jouer à Arsenal dans ce Arsenal-là de l'époque et équipe de France, forcément tu as quand même un rôle et un statut qui est nettement différent. Donc c'est pas forcément évident de pouvoir aspirer au même niveau de performance quand on sait qu'à Arsenal c'était le joueur de l'équipe, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Là où en équipe de France, à partir du moment où tu jouais avec Zidane, tu peux pas aspirer aux mêmes libertés et au même statut dans le jeu, donc c'est sûr que c'est pas comparable. Après, ça reste quand même pour moi un joueur. Tu vois, c'est comme Mbappé très tôt. Enfin, au bout de 3-4 ans en équipe de France, il y avait encore des comparaisons avec Henry dans le style est-ce que dans l'histoire de l'équipe de France, Mbappé il est au-dessus d'Henry? Mais Mbappé dans l'histoire de l'équipe de France, dès la Coupe du Monde 2018, il n'y a plus Thierry Henry, tu vois. Je veux dire, il a encore, parce qu'il a mis beaucoup de buts, parce qu'il a été recordman, etc. Il a forcément une image, tu sais, de joueur extraordinaire de l'équipe de France. Mais pour moi, c'est une stat, Henry en équipe de France. Ce qu'a fait par exemple Mbappé en 2018 sur l'équipe de France. Mais Henry, il n'a jamais eu un impact pareil sur aucune compétition avec l'équipe de France. Donc, tu sais, je comprends même pas ce fait que ce soit. Tu veux dire qu'il n'y a pas de débat? Dis-le. Ouais. Dis-le. Ouais, tu vois, genre, tu sais, encore aujourd'hui, c'est un peu un mythe de l'équipe de France, Henry. Alors que pour moi, je vais exagérer, mais pour moi, c'était personne dans l'histoire de l'équipe de France, Henry. Non, mais totalement. C'est juste qu'il a été là longtemps et qu'il a mis ses buts. Hein. Je sais qu'il y a des fans exactement. qui doivent comme le écouter dit ça. Christophe Landrin. Ils doivent rapper la table en nous écoutant ou les oreillettes. Désolé, les gars, mais c'est la réalité. Mais comme le dit Christophe Landrin, Giroud aussi, il a beaucoup de buts. Il l'a dépassé, non? Je crois. Oui, il a dépassé, ouais. Après, est-ce que c'est comparable? Je sais pas. Non, c'est pas comparable à 100%, mais ça montre bien que, tu vois, une stat, on en fait un peu... Une stat ne veut pas dire grand-chose. Enfin,
c'est pas, tu te reposes pas sur une stat pour dire que pour traiter de la place de quelqu'un dans une histoire collective en plus. Euh, voilà, Giroud, il a mis énormément de buts, mais au final, Mm. qu'est-ce qu'on va retenir de Giroud en équipe de France? Peut-être son but face à l'Espagne, qui était même pas dans une grande compétition. T'as pas énormément de souvenirs hein, d'Olivier Giroud en équipe de France, et pourtant il a 50 buts. Ouais. Mais voilà quoi. Henri rêve de l'Euro 2021 de Bap. Le mec qui comprend. Ah oui, non, là tu t'es trompé, Théo. C'est légende que d'Arsenal, Henri. Après, c'est quelque chose, hein. C'est pas. C'est déjà énorme. Et de Ouais, première ligue. Et de ouais, première ligue. vraiment. Ouais, ça, on va pas tout remettre en question. Mais je veux dire, c'est vrai que quand même, parce que tu vois, ça, j'ai vu, c'est quoi? C'est à la trêve d'avant où t'as Depay qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection hollandaise. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que Giroud, ça veut dire? Giroud qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, en attendant que Mbappé avale le record, ça va pas être très long, je pense. Tu te dis qu'en fait, maintenant, je crois qu'il y a peut-être 2 fois plus de matchs internationaux par rapport à avant. T'as un nombre incalculable contre des sélections qui, voilà. Non, mais là, je sais pas si je vais le retrouver. J'étais en train, par curiosité, de chercher le classement des buteurs de la sélection espagnole. Tu vois, je serais même pas étonné qu'un mec comme David Villa, dans 5 ou 10 ans, peut-être que t'auras Mikel Merino à 10 buts derrière, tu vois. Ouais, non, à part Merino. Mais ça m'étonnerait même pas que tu vois que t'es un mec lambda qui finisse par chevaucher David Villa dans le classement des meilleurs buteurs espagnols, quoi. Ah, je Alors, pense. Hein. voilà, en termes de niveau, comme c'est dit, alors regarde, David Villa, il est à 59. Morata, il est un peu en fin de carrière, mais Morata, il est à 37. Donc, tu sais, il pourrait même. Bon, là, il est un peu cuit, mais il aurait pu se rapprocher, tu vois. Oyarzabal, il a que 28 ans, il est à 21. Donc, tu vois, Oyarzabal, qui est même pas un incontournable de la sélection, à tout moment, il finit à 35-40 buts, alors que le mec, il a fait sa carrière à la Real Sociedad et que c'est un bon joueur, mais jamais de la vie t'imaginer que des joueurs de ce calibre. Tu vois, Ferran, là, très très bien. Ferran, il a 25 ans, il a 23 buts. Donc à tout moment, tu vois, un mec comme Ferran, Ouais. il se rapproche de Villa. Ah ouais, Mais qu'est-ce que ça totalement. veut dire? Ça veut pas dire grand-chose, quoi. Ça veut Et dire par que le contre, foot Villa, d'avant on est verra meilleur. peut-être. Le foot de maintenant est meilleur, c'est ça, Edo. Ça veut dire qu'ils sont très très forts, les joueurs de maintenant. Waouh. Ouais, c'est vrai que toi, on n'a jamais, je sais plus si on a vraiment discuté de ça, ton avis là-dessus, foot d'avant, foot de maintenant. Est-ce que, enfin, j'imagine que tu es d'accord avec moi avant de savoir ce que tu vas dire. Encore, je crois on a parlé, mais juste une phrase la semaine dernière, où moi, ma position sur le foot, entre foot maintenant et foot d'avant, c'est que je- vous avez fait 2 heures de podcast dessus. Oui, C'est que mais c'est pas pour moi, assez. le joueur moyen aujourd'hui, il est beaucoup plus fort qu'il y a 10 ou 15 ans. Enfin, il y a 20 ans, c'est sûr. Il y a 10 ans, je sais pas, parce que il y a 10 ans, pour moi, c'est le sommet du foot. Quand il y a 10 ans, Je trouve que, ouais, je trouve que de 2010 à 2015, la pour moi, MSN, quoi. ouais, pour moi, c'est une époque où Le Barça de Guardiola, tu puis la prends, ouais, MSN. tu prends les 4-5 meilleures Real équipes de du monde. Pour Mourinho. moi, tu as des phénomènes à tous les postes, qui n'est plus le cas aujourd'hui, ou même dans les très grands clubs, pour moi, on en parlait la semaine dernière, mais pour moi, tu as des joueurs interchangeables. Tu dis pourquoi ce joueur il joue au Real, pourquoi il joue pas à Aston Villa, est-ce que si ce mec d'Aston Villa, je le mets au Real, est-ce qu'il fait tâche? Je trouve qu'il y a moins d'élitisme dans le foot aujourd'hui. Par contre, le palier, il est beaucoup plus haut parce que tu as très peu de passagers clandestins. Je veux dire, tu as peu de mecs, bon, à part si t'es de mauvaise foi où tu te dis putain, mais qu'est-ce que ce mec fait là? Mais le foot est devenu trop. Le niveau de connaissance, il est délirant, quoi. Les performances athlétiques, la tactique, la data, tout Bah ça oui. aujourd'hui, c'est un niveau extravagant.
Après, voilà, moi, ce que je regrette, c'est que dans le gratin, dans les 5% des joueurs qui sont censés être les plus forts du monde, je trouve que le volume déjà, enfin, je trouve que le volume de top joueurs, il est très faible maintenant. Et, et que il y a moins, voilà, il y a moins de joueurs qui te font lever de ton siège, il y a moins de joueurs que tu as envie d'allumer la télé pour les voir jouer. Moi, c'est ça, parce que je suis un joueuriste, moi. Je suis plus un supporter. Donc moi, ce qui me fait vibrer, c'est de me dire, je vais regarder cette équipe, il y a ce joueur qui est extraordinaire, je sais que je vais passer 90 minutes devant à me régaler. Et aujourd'hui, des joueurs comme ça, tu vois, j'en ai que 2 ou 3 en tête. Donc c'est ça qui me coûte. Mais en termes de niveau, je pense qu'il n'y a pas photo parce que les moyens font que aujourd'hui, ben, tu as forcément un niveau de performance qui est exceptionnel. Et ça, je pense que tu t'en rends compte, Yous, sur un sujet dont on voulait parler, c'est quand tu es dans un stade. Tu te rends Oui. compte du Ah bah, niveau de... bien sûr, c'est de ça dont je voulais parler. Mais t'as vu sur le niveau global, la prostate de Kita, tu sais, c'est légendaire parce que la prostate de Kita, c'est genre un habitué de fou du chat de Bruce et d'Orjeu. Et là, j'ai l'impression que maintenant, c'est devenu Monsieur Lundi Spaghetti. C'est l'émotion quand je le lis. Et il nous dit que c'est comme le tennis, le top 10 mondial est moins fort qu'il y a 10 ans, mais le top 200 est bien plus solide et homogène. Je pense que c'est un parallèle que tu peux faire avec beaucoup de sports, à mon avis. C'est que, en fait, la préparation et tout ce qui en suit, la professionnalisation des staffs, les centres d'entraînement, les conditions, tout ce que tu veux, fait que le niveau moyen est forcément beaucoup plus compétitif. Mais il y a moins de grands noms. Après, je me pose la question de est-ce que le fait qu'il y ait un cadre ultra compétitif, ultra professionnalisé, tu vois, sans aller dans le cliché, mais tu vas avoir des équipes de jeunes où ça va mettre l'accent sur le collectif et peut-être que certaines individualités vont avoir moins de liberté pour naître. Et du coup, est-ce que ce côté ultra compétitif, meilleur qu'il y a 20 ans, est pas aussi un contexte qui empêche, tu vois, qui nuit peut-être à la créativité, tu vois? Ben, Qui fait qu'on a j'ai pas moins de envie de grands répondre à joueurs. ta j'ai pas envie de répondre à ta question, Yous, parce que si je réponds, ça va durer 25 minutes et je vais devoir sortir le canapé rouge On va la de garder tonton ouverte, Alain. la question. Mais oui, mais en tout cas, ça fait partie. Je te rejoins totalement. Ça fait partie des, ça fait partie des grosses problématiques en tout cas sur le foot et et d'autant plus que tu sais, c'est comme la question du numéro 10. Ouais, il y a plus de numéro 10, machin, etc. Oui, il y a plus de numéro 10. Enfin, il y a plus de numéro 10 comme on l'entendait avant. Ce qu'on imagine, tu sais, quand on pense à un numéro 10. Ça n'existe, il y en a plus. Des numéros 10, dans les faits, il y en a encore. C'est juste que c'est pas des Rui Costa, c'est pas même, c'est même pas des Zidou, ils ont un autre profil. Enfin, on va dire, ils ont une autre morphologie, ils ont un autre style de jeu, mais dans le fond, ce sont des numéros 10. Mais au-delà de ça, c'est juste, en fait, c'est purement rationnel. C'est que tu peux plus avoir des, entre guillemets, one-man team comme avant. Oui. Parce que à partir du moment où la compétence, elle augmente, tu peux pas raisonner de façon à te dire une équipe de 11 joueurs va dépendre et va être construite autour d'un seul. Ça n'a pas de sens. Donc tu vas raisonner, tu vas imaginer et travailler la performance de ton équipe comme la performance de 11 joueurs et construire un cadre qui va tirer au maximum les possibilités de 11 joueurs. Et ça, c'est complètement incompatible avec une vision de numéro 10 où tu te dis, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il fallait donner le ballon à Roberto Baggio parce que c'est lui qui allait faire la diff. Oui. Aujourd'hui, Tout le ça monde. n'existe pas. Ouais. Après, comme le dit ton ami la prostate de Kita, t'as des trucs un peu, on va dire, des entre-deux, quand tu as des joueurs comme Messi, et comme ça sera certainement dans les prochaines années avec un joueur comme Yamal, par exemple, c'est d'imaginer des structures dans lesquelles ton top joueur a, on va dire, une liberté absolue, et qu'autour de lui, tu vas essayer de construire un cadre qui, d'une part, n'affaiblit pas ton équipe du fait que tu as un joueur qui joue pas sans ballon,
Je grossis le trait, hein, mais c'est un peu ça. Et qui aussi permettent à ce joueur-là d'avoir un maximum de ballons et dans les meilleures conditions. Parce que Lionel Messi, tu voulais en parler, Youss, mais Messi, s'il est extraordinaire au Barça, c'est d'une part parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot, ça c'est sûr, mais c'est aussi parce que pendant peut-être 6 ou 7 ans, il a reçu 80% de ses ballons à 25 mètres de la surface, excentré droit où il recevait, il rentrait sur son gauche, et après forcément la magie elle opère. Mais si tu arrives à construire forcément, demain tu dis Yamal qui touche 10 ballons par match depuis le début de saison, et sur des 1 contre 3, concept, ça. mais et qui va recevoir maintenant ses ballons à 30 mètres des buts adverses et orienté face au jeu, la finalité elle va être bien différente. Mais ça, c'est une réflexion globale. Et comme on l'a dit sur les dernières semaines, quand on parle aujourd'hui de voyage du ballon, c'est facile de parler du voyage du ballon quand tu as 11 individualités qui sont sur un même palier et qui ont un même plafond. Mais quand tu as des équipes où tu as des individualités comme Yamal, où tu as des individualités, même dans un registre différent, mais comme Haaland ou comme Mbappé, il n'y a pas de voyage du ballon. C'est-à-dire ça, ton équipe, tu dois la construire autrement que par te dire, ouais, il faut faire de l'horizontalisation, maintenant de la latéralisation du jeu pour faire déplacer les blocs. Quand tu as des joueurs comme ça, quand tu as un Haaland dans la surface, la problématique, c'est de lui donner le maximum de ballons dans la surface parce qu'il va te mettre des buts. Quand tu as un joueur comme Yamal, la problématique, c'est de donner un maximum de ballons à Yamal parce que c'est lui qui va faire la différence. Donc, il faut savoir faire la part des choses entre des équipes qui ont des individualités qui t'amène à d'autres problématiques qu'une équipe comme Arsenal qui a de très bons joueurs mais qui n'a aucun phénomène. Une équipe comme, je sais pas, comme l'Inter, tu vois, l'Inter par exemple avec Simone Inzaghi, il n'y avait aucun phénomène dans l'équipe. T'as des bons joueurs, t'as des bons, voire très bons joueurs, mais t'as pas un mec dans le 11 de l'Inter, tu te dis, ah, il faut que je lui donne le ballon. Ça, tu l'as pas. Mais donc, tu construis autre chose. Tu construis des pistons qui sont hyper offensifs. Tu construis la possibilité d'allonger sur des attaquants sur le front de l'attaque et derrière de pouvoir jouer des deuxièmes ballons. Tu as un raisonnement différent. Mais ton raisonnement, il naît de ton matériel de base. Et donc, numéro 10, pas numéro 10, tout ça, aujourd'hui, c'est des questions qui n'ont plus de sens. Parce que on est sur une vision beaucoup plus complexe, beaucoup plus large, beaucoup plus profond, je pense, de la vision d'une équipe et de comment accéder aux résultats et à la performance. Ouais, non, mais je te remercie d'avoir fait moins de 25 minutes. Parce que je sais que. C'était parti sur standardisation de la formation et on a fini sur Denzel Dumfries. Et je suis ouais, mort. désolé. Thomas Flago qui dit: Tu donnes pas le ballon à Dumfries, toi? Étonnant. C'est ça. Mais Dumfries, super. Ouais, j'ai pas envie de choquer, mais si je parle d'un joueur marocain, un certain joueur marocain qui est très fort, pour moi, c'est pas un phénomène du ballon, tu vois. Mais en 2025, avoir les qualités qu'il a et que ces qualités soient aussi bien mises en lumière, aussi bien utilisées par son coach, ben le joueur devient extraordinaire. Après, il a des qualités surnaturelles dans certains aspects, hein, faut pas le nier. Mais demain, je me dis pas que je vais regarder un match pour lui. Mais voilà, ses qualités naturelles font que, son coach fait que, le foot aujourd'hui fait que, c'est un joueur qui est ultra dominant. Je pense que ce joueur-là, il aurait été moins dominant il y a 20 ans, parce que jamais de la vie, je pense, il y a 20 ans, on se serait dit, mon équipe, il faut absolument qu'elle capitalise sur la force de mon latéral droit. Je veux dire, c'était inconcevable. Non. Il y a 20 ans, tu construis sur ton numéro 10 ou ton numéro 9. Mais tu te dis pas, attends, j'ai un mec vraiment différent latéral droit. Et je te dis ça, d'autant plus que moi, quand j'ai revu pas mal de matchs du passé, le joueur qui m'a le plus choqué de tous les joueurs que j'ai vus, c'est Javier Zanetti. C'est le joueur qui m'a le plus choqué de tout ce que j'ai revu. Mais pour autant, l'Inter ne basait pas son jeu sur Javier Zanetti. Et pourtant, le joueur est phénoménal. Tu sais combien d'années il a joué à l'Inter, Zanetti? 22.
Non, peut-être plus. 21, ouais, mais c'est ça. Mais bon, Ouais. voilà, beaucoup. T'avais le. Ouais, de 18 à 39, il a dû faire. Je crois que c'est ça, ouais. Et puis là, ah, on t'a perdu, mais c'est pas grave, on va te retrouver, t'inquiète. Tu C'est bon. m'entends? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Et je te Ah. disais il a 9 Serie A. Ouais, parce que Bon, une 9 fois qu'ils ont dont réussi. certaines qui ont été, Voilà, non, c'est ce que j'allais te dire. rajoutées après. Je sais pas ce qui s'est Combien passé. sur le terrain? Combien sur le terrain? Combien l'année où ça a été joué. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais, Et combien suite au décès d'un club qui l'ait gagné à sa place? Mais bon. mais tu sais que parce que là tu parles du foot d'avant, des joueurs d'avant, celui qui t'a choqué c'est Zanetti. Tu sais que moi ce qui me choque et il faut que je regarde encore plus de matchs pour être pour parfaire mon unpopular opinion là-dessus. Ouais. Mais moi ce qui me choque et pas positivement, c'est les défenseurs d'avant. C'est la cata. C'est Les gardiens. oh Les gardiens, c'est incroyable. Oh là là, les gardiens et les défenseurs, Les gardiens, c'est terrifiant. avec notre œil habitué au foot du 25e siècle, du 25e siècle, 21, presque, avec notre œil habitué de 2025, mais t'as l'impression de voir des joueurs de, je sais pas moi, de N2 ou de respect à eux, parce que bah, on nous met en N2 ou en N3, on tient pas 2 minutes, hein. Mais je veux dire que la différence de niveau visuel, enfin c'est choquant, t'as l'impression que c'est pas le même métier, quoi. Non, c'est hallucinant. Et tu vois, par exemple, celui, moi, et ça me tue, hein, parce que je l'aime beaucoup, mais le problème, c'est que je pense que je l'aimais beaucoup parce qu'il était stylé, avec ses cheveux longs, il avait la classe à l'italienne. Mais Nesta, il savait pas passer un match sans finir sur les fesses au moindre attaquant qui arrivait dans sa zone. C'est un truc de fou. Le mec passait son match par terre, quoi. Ouais. Nesta, j'ai pas revu. Un crochet pas forcément académique, il était déjà en train de glisser jusqu'au poteau de corner. Mais bon. Ouais, il y a un défenseur qui m'avait choqué, bon, pas forcément négativement ou positivement, mais je crois que c'est un des mecs les plus flippants que j'ai vu. C'est bon, après là c'est vraiment ancien et je pense pas que sur le chat il y en ait beaucoup qui l'aient vu jouer. C'est Bergomi, défenseur italien de l'Inter. Bah, déjà, si vous googlez, si vous allez sur Google Images et que vous tapez son nom, déjà vous allez avoir peur parce qu'il a vraiment une tête. Il ressemble à un mec dans The Soprano. Mais je sais plus quel est son nom dans The Soprano. Il fait pas partie de la famille de Tony Soprano, enfin du groupe de Tony Soprano. C'est un rival d'une certaine façon. Il a la même tête que lui et il fait trop peur. Et déjà, il fait peur physiquement et tu vois comment il jouait, les pains qu'il mettait sur la surface, dans le terrain. Ouais, ben un tueur. Genre, il avait le jeu de son physique. Vraiment, il avait le jeu de son physique. Il faisait trop peur. Il faisait trop peur. C'est un des mecs qui est en défenseur qui m'a le plus choqué. Par contre, des mecs que j'ai trouvé, bon après c'était sur une petite bulle, donc c'était vraiment une compétition, c'était sur une compétition extraordinaire, c'était la défense du Brésil en 2002. Bon, tu regardes la défense avec que des tueurs, hein. T'avais Lucio, t'avais qui avec Lucio? Bon, t'avais Cafu, et avec Lucio en défense, c'était pas Juan peut-être. 2002, ouais, peut-être Juan. Edmilson, il a raison, coach. Juan, attends, je crois qu'il était... mais Edmilson, je crois qu'il est devant. Edmilson, il y est dans le 11. Il est en 6. Ouais, il est devant. C'est pas une défense à 5 d'ailleurs? C'est pas une défense à 5? Ben, il me semble qu'il y en a, dans mes souvenirs, ils sont 4 derrière, mais t'as Edmilson qui alors, est devant. Oui, ok. Extraordinaire. Bon. C'est Roque Junior. Je crois que c'est Roque Junior. J'ai l'équipe devant moi. Ah ben, okay. Marcos, Lucio, Roque Junior, Cafu, Roberto Carlos, Edmilson, Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo. Ah, c'est ça. Voilà. Ouais, donc t'avais, en fait, il jouait un peu à 3. Enfin, Edmilson n'était pas un... Moi, j'allais te dire. Et en fait, t'avais Lucio, Edmilson, Roque Junior, et t'avais Gilberto Silva. Les 4. Ouais. Oh. Si tu rentres dans la zone, t'es mort. Et Edmilson, par contre, Edmilson, c'est le moins tueur des 4. Edmilson, extraordinaire. Genre les pieds, sensationnel. Joueur
Si franchement, autant le foot d'il y a 20 ans, c'est insoutenable, mais s'il y a une équipe qui est assez intéressante à revoir jouer parce que tu as des phénomènes dedans et quand tu vois les matchs, tu te dis waouh, ce mec-là est extraordinaire, c'est Brésil 98 et Brésil 2022. 2022. 2002. T'as des joueurs, bah déjà, tous ceux qui n'ont jamais vu les matchs, vous allez forcément tomber amoureux de Rivaldo, qui est, qui est le joueur, je te disais Zanetti tout à l'heure, le deuxième joueur qui m'a le plus choqué, et pourtant, bah, je l'avais déjà un peu vu jouer à l'époque, c'est Rivaldo. Extraordinaire. Et personne n'en parle. Hein. 2002, 98 et 2002. 98, c'est le meilleur joueur du Brésil derrière Ronaldo, qui est sensationnel. Et 2002, c'est le meilleur joueur du Brésil encore, mais avec Ronaldinho cette fois. Et il est joueur de rêve. Joueur de rêve délirant. Pour tous ceux aussi qui n'ont pas forcément vu à l'époque, quand vous allez voir Ronaldinho en 2002, vous allez péter les plombs. Et même dans le 11, tu as des mecs comme Cafu et la défense, même tu as un mec comme Gilberto Silva, c'est trop fort. Gilberto Silva, Lucio, c'est délirant. Ça, c'est vrai. Et Edmilson, Gilberto Silva, tout ça, c'est des joueurs. Après, tu as des joueurs dans le 11. Ouais, tu vois, Kleberson, sur la compétition, il n'est pas très choquant. Roberto Carlos, il a de la chance d'avoir été brésilien. Mais j'aime bien. Mais non, franchement, je conseille rarement de regarder des anciens matchs. Mais le Brésil 98 et 2002, bon, vous n'allez pas vous régaler du niveau général parce que c'est quand même assez faible. Mais sur les individualités, il y a des trucs qui peuvent vraiment vous choquer. Ouais. Ça me fait penser au mec là qui avait numéro 9 là. Tu parles d'individualité, ça. Au Brésil, tu veux dire? Ah oui, à lui là. Ah ouais, non, mais par contre 2002, ça faut essayer de faire abstraction du fait. Faut faire abstraction. C'est ça que tu veux dire? Parce que quand je l'ai revu, ça m'a fait très très mal, hein. Mais vraiment très très mal parce qu'il est horrible. C'est plus le même. Il est vraiment horrible. C'est plus le même. Ah non, mais il est horrible. Mais tu sais, parce que en plus, on est de la même génération, Yous. 2002, bon, on était encore des enfants, mais t'as pas 6 ans. Malheureusement, on n'avait pas 6 ans. Donc tu as grandi avec un mythe de te dire, ouais, 2002, c'est Ronaldo. Non. Il a fait gagner la Coupe du Monde au Brésil. Il a mis 50 buts. Tu regardes les matchs, une épave. Après, il met plein de buts. Hein. Ouais, c'est ça. Une épave. Il est sur il est sur les livres d'histoire parce qu'il marque. Parce qu'il marque. Mais c'est plus le même. C'est le pire joueur du 11. Mais en fait, à partir du moment où il a cette blessure, c'est fini. Oui, puis en plus, il revient à peine, quoi. Ouais. Il revient à peine. Il était pas prêt. Ah, non. Mais dans le jeu, il est horrible. Franchement, tu te dis, mais ça fait partie des joueurs. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Non, après, au Real, il commence bien, mais c'est plus comme avant. Avant, en fait, il volait sur le terrain, tu vois. 98, 99, il volait. J'ai parlé de Zanetti et Rivaldo, mais je veux dire, je parle même pas de Ronaldo parce que en fait, c'est à peu près ce que tu vas voir quand tu le revois. Parce que tu as les compiles, les trucs. Donc t'as pas ce choc que j'ai pu avoir avec Zanetti ou Rivaldo où Zanetti, je savais qu'il était fort, mais pour moi, Zanetti, tu sais, je l'ai eu avec l'image des années 2010 où il est déjà très vieux, où tu le vois avec un volume extraordinaire. Mais quand tu vois Zanetti, genre dans les années 95-2000, tu te dis, mais c'est quoi ce mec? Tu te dis, moi, quand je l'ai vu, c'est le meilleur latéral que j'ai vu de ma vie. Quand j'ai revu les images. Je me suis dit, mais le mec joue en 95 comme ils essayent de faire jouer les latéraux maintenant en 2025. Sauf que lui, il le faisait, mais genre, tu sais que de toute façon, la tactique n'existait pas en 95. Il n'y avait pas de tactique. Le foot n'existait pas en 95. Donc ça veut dire que juste lui, en fait, il était tellement fort qu'il avait déjà compris que, attends, quand je mords la ligne, qu'il y a un demi-espace dans l'axe qui s'ouvre, vas-y, je conduis. Je vais y aller. Ouais, j'y vais. Si je dois recevoir en tant que limite position numéro 8, j'y vais. Et plus le fait que, tu vois, c'est un phénomène physique, technique, il savait tout faire.
c'est le meilleur latéral que j'ai vu. Genre, même, tu vois, un mec comme Cafu, quand je l'ai revu, pour moi, il y avait un monde d'écart entre Cafu et Zanetti. Et pourtant, Cafu, bon, voilà, je te fais pas un dessin. Mais trop, trop choquant. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Franchement, ça m'étonne pas du tout ce que tu dis. J'ai une anecdote sur sa blessure contre la Lazio. J'étais en Roumanie pour un tournoi et j'étais dans une famille qui avait Eurosport. J'étais au bout du rouleau. Ah, mais C'est la deuxième. Lazio, c'est la deuxième. Ouais, quand le tendon rotulien il pète. Ouais, parce qu'il Ouais. il revient depuis. Enfin, en plus, il revient. Non, attends. Il revient à peine. Oui, Je crois qu'il c'est ça, revient c'est à ça. peine. Enfin, C'est il ça, c'est revient ça. quasiment à peine de. C'est ça, c'est Et là, ça. par contre, là, En deux... il s'explose. Tu sais que moi, on était jeunes et on n'a pas beaucoup de souvenirs à cette époque-là. Mais moi, ces souvenirs, c'est le lendemain. C'est le lendemain. Quand t'as l'info, Bah, c'est ça. Toutes les chaînes d'infos sur Infosport, l'équipe TV, cette image terrible où, tu vois, il s'arrête net, il est en pleurs. C'était choquant. tout seul en plus. Hein. Ouais. Tout seul en plus. Hein. Genre, il s'écroule. Ouais. C'était. Waouh, mais c'est. Et toute cette info autour de autour de cette blessure, des opérations, le professeur Saillant qui devient C'est une ça, star professeur un peu. Saillant. C'est fou. Et tu te dis, mais à quel point c'était une rockstar ce mec pour que ça fasse autant l'actu. Mais moi, l'exemple que je donne tout le temps, c'est que pour les gens comme nous, Youth, de notre génération, on n'a jamais. Enfin, c'est inconcevable le nombre de gens de notre âge ou plus petits qui se sont fait sa coupe en 2002. C'est vrai. Mais genre premier degré. Genre les cours de récréation, t'avais toujours quelques gosses qui s'étaient. En plus, c'est la coupe la plus moche de l'histoire de l'humanité. Ouais. Mais premier degré, les mecs faisaient la même. Et t'avais pas. Et il faut se dire, voilà, il n'y avait pas réseaux sociaux à l'époque. C'était délirant l'impact qu'il avait auprès des jeunes. Genre, il n'était même pas français. Genre, nous, on est en France. T'avais Zidane dans la coupe enfin, dans le pays de Zidane. Un mec avec un tel impact, avec une telle popularité. Je veux dire, franchement, même des Messi ou Cristiano, ils ont jamais eu pour moi la moitié de l'impact qu'avait Ronaldo pour notre génération à l'époque. Surtout en plus, comme je l'ai dit, on avait Zidane quoi. Donc quand t'as Zidane, t'as même pas besoin d'aller chercher ailleurs normalement. Mais c'est fou. Là, c'est dingue. Mais comment on en est venu là? Je sais plus. Je sais pas. On a parlé du Brésil, mais je sais pas comment on a parlé du Brésil. On parlait de talent et on parlait parce qu'on avait un peu parlé de Cherki, puis après on a débordé sur Henry, sur tout ça. Sur la formation. Sur la formation, ouais, c'est dingue, hein, comme quoi. J'avais 9 ans en 98 et j'étais pour le Brésil pour R9. Mais t'en avais tellement. T'en avais plein. Mais de toute façon, avant la victoire de l'équipe de France en 98, c'était pas démocratisé d'être super à fond l'équipe de France, quoi, derrière l'équipe de France. Voilà, heureusement qu'il y a eu cette victoire, hein, je pense. Non, c'est vrai, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'en connais qui étaient pour les Pays-Bas en 98. Ouais. T'en as. T'avais David, donc ça mérite bien. Ça mérite bien de supporter l'équipe de David, ça. Ah là là. Ah bah oui, mais évidemment. Moi, tu vois, vu le con que je suis, il y a moyen qu'en... Bah non, parce que j'aurais été certainement fan d'Aimé Jacquet, mais j'aurais très bien pu supporter une autre sélection que l'équipe de France en 98, je pense. Et en 2025 en 2020... Mais je sais pas, non, je sais qui je vais supporter en 2026, mais je l'annoncerai en temps et en heure. Je garde la nature de cette information pour le sprint final. Mais j'ai déjà choisi mon équipe. Ce ne sera pas l'équipe de France, bien évidemment. Ça se choisit pas, c'est en toi. Hein. À cet âge-là, t'es fan d'un joueur plus que d'une équipe. Ouais, carrément. Moi, quand j'étais petit, c'était R9 et Beckham, mes joueurs. Et du coup, j'aimais beaucoup l'Inter, j'aimais beaucoup United. C'était pour Ronaldo et pour Beckham. Ouais.
Toi, Ouais, c'était Del Piero, c'était plus tard. Hein. Moi, j'étais. Moi, 98, j'étais amoureux de Lilian Thuram. Bon, voilà, du coup, J'étais Parme, les j'étais médecins, tout amoureux ça, ouais. et Johan Mikou. J'étais amoureux de Johan Mikou. Bon, après, j'ai été amoureux très longtemps de Johan Mikou. Mais Ah oui, c'est vrai. j'ai eu Thuram et Johan Mikou, je pense que c'est les deux premiers. Et bon, et après, il y a eu voilà, Zizou, Del Piero, Trezeguet, toute la colonie de la Juve, quoi. Où Ouais. là, je suis tombé dedans. Mais la Juve, c'était Euh, dingue à l'époque. Hein. Ah, la Juve, euh, beaucoup Extraordinaire. beaucoup. Et puis il y a beaucoup de gens qui kiffaient la Juve hein, au début Ah des oui. années 2000. Ah ouais, bah c'était quand même l'un des plus grands clubs du monde. Hein. Enfin, c'était le premier club. Ouais, non, il y avait Milan qui était encore au top, mais t'avais deux Ouais, très gros mais clubs italiens. Milan, ils étaient au top. Ils sont revenus au top parce que tu sais, t'as les Ligues des Champions où ils sont là. C'est Mais ça. Mais en Italie, ils sont pas là. en Hein. Italie, c'est la Juve qui domine, tu vois. Ouais, Ah oui. ouais. Ah oui. Mais non, c'est la Juve. Puis tu sais, t'avais quand même une culture du club qui était incroyable. Pour le coup, même si j'aime pas ce terme, on pouvait vraiment parler d'institution, quoi. Puis ça a été en plus cultivé et, euh, et, euh, et assez mystifié, tu sais, par le Calciopoli où les plus grosses stars sont restées au club. Tu sais, t'as quand même ce truc qui a donné une image et une certaine aura à la Juve, bon, qui n'en avait pas forcément besoin, hein, mais tu sais, toute l'histoire, le fait que ce soit la famille Agnelli, que tu aies eu cette suprématie énorme sur la Serie A, enfin, avoir une suprématie sur un championnat dans lequel il y a Milan, l'Inter, Lazio, la Roma, c'est pas forcément normal, tu sais. C'est comme si en première ligue, tu avais un club qui gagnait la première ligue 10 ans sur 15, enfin, ce serait pas normal. Ouais, Donc, du coup, c'est vraiment impossible que le Calciopoli ait eu lieu, quoi. C'est impensable. mais en tout cas, ça a bien servi le football italien, hein, ce Calciopoli. Ils ont vraiment, ça a vraiment. Surtout en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu vois qui a gagné les titres derrière, un club super honnête, quoi. C'est vraiment un club qui respire l'honnêteté, qui respire le bon management, donc vraiment un modèle de fair play, un modèle de gestion, donc ça fait plaisir, quoi. Tout le monde en est sorti vraiment grandi, quoi. T'es bon hein, quand t'es comme ça. Hein. T'es bon. Hein. Ouais, quand on me tend des perches pareilles, tu sais, c'est du pain béni. Hein. Tu te régales, quoi. Tu te régales. Non, après, les gars, la Juve, on parle quand même d'une équipe qui, enfin, je vais pas vous faire la liste des championnats, mais à part en 2004 où t'as le Milan qui le prend. Puis après, t'as le Calciopoli, mais sinon, la Juve, ils étaient dans une sacrée domination à Tu gagnes au l'époque. moins 2 fois sur 3, quoi. 2 ans sur 3 au moins. Ouais. Mais après, ouais, j'ai pas vraiment les chiffres sous les yeux, donc c'est pour ça que c'est pas parce que attends, je vais le chercher. Tu le gagnes, tu le gagnes en 97, 98. Après, t'as Milan, Lazio, Rome, qu'en prend un chacun. Tu regagnes 2 ans, t'as Milan qui le prend, tu le regagnes, après ça te l'annule, et après c'est là où tout change. Et t'avais, c'est quand même sur de 95 à 2005, sur 20 ans, tu le prends 7 fois, je crois. 4, 5, 6. Ouais. Donc, et quoi, le deuxième doit être à 3 titres, peut-être? Même pas? T'as le Milan, t'as le Milan qui en prend 3 sur la même période. Bah voilà. T'as la Lazio qui en prend un, la Roma qui en prend un. Enfin bref, mais oui, donc cette Juve, c'était quand même, et c'est la Juve qui malheureusement n'a jamais, mais sur la période, loser. C'est les losers sur le continent européen à partir du XXIe siècle. Ouais. Je sais plus combien de finales ils ont. Ils perdent 2 finales déjà dans les années 90 contre. Non, 2. Non, ils perdent. Ils ont perdu. Non, je me demandais s'ils en avaient perdu 2 contre le Real dans les années 90 ou une seule. Ils ont perdu une contre Dortmund. Ouais. Une contre Dortmund et une ou deux contre le Real.
Alors, il y a celle contre Dortmund qui est perdue. Il y a l'année d'après contre le Real. Ils avaient gagné. En plus, ils gagnent en 96 contre l'Ajax. Oui, c'est ça. Ils perdent 97 contre Dortmund, 98 contre le Real. Et puis même après, t'as 2003 où ils perdent contre le Milan à Old Trafford. Oui, bon, après, et puis après, t'en as deux en 2010. 2015-2017. 2015-2017. Et oui, 2015-2017, ouais. Oh là là. 7 finales perdues sur 9, je crois. Effectivement, c'est... Ouais, loser. Ouais, non, mais loser. C'est assez dingue. Et d'ailleurs, en plus, c'est dimanche, je me refaisais les highlights des finales. Et je me suis refait la finale 2003, Milan-Juve. Horrible. Horrible, hein, vraiment. De toute façon, dès qu'il y avait désolé, hein, les Milanistes, mais dès qu'il y avait le Milan en finale, c'était... Ah, Carlo. Ouais. Bref. Ouais, Carlo, quoi. Ouais. Mais Buffon. Oh là là. Il y a un arrêt qui te sort. Ah, sur Pipo. Sur Pipo, ouais. C'est inhumain. C'est inhumain, l'arrêt qu'il fait. C'est... Non, mais pour tous ceux qui l'ont pas vu, allez. Je préfère Casillas, tiens. Je préfère Casillas, tiens. Vous tapez Buffon Inzaghi sur YouTube. Et vous pétez un plomb parce que c'est Seedorf qui centre. Je crois que c'est Seedorf. Je crois que c'est Seedorf. Côté droit, Seedorf il centre et il fait un centre au cordeau fouetté, genre mi-hauteur. Et t'as Pipo à 7-8 mètres des buts qui fait tête plongeante. Premier poteau, contre-pied, tu vois. Il est en train de se replacer vers le milieu, il met la main. Et du coup, Buffon se replace vers le milieu du but et il arrive à rejaillir premier poteau et il la sort. Mais en fait, la tête de Pipo, elle va à 10 000. Genre, c'est impossible de la sortir normalement. Mais extraordinaire. Ah, ce mec, c'est... Et l'arrêt le plus choquant que j'ai vu, si vous voulez regarder aussi, c'est vous tapez Buffon Paraguay sur YouTube. J'ai jamais vu ça. Tu regarderas Yous aussi. Je comprends pas. La première fois que je l'ai vu. 98. C'est un match amical, oui, je crois. C'est un match 97. 97 ou 98. Et je sais pas, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait des arrêts sur. J'ai fait des arrêts sur image pendant 5 minutes pour comprendre en fait la vitesse c'est-à-dire comment c'était possible humainement de faire la parade qu'il fait. Genre, ça n'a aucun sens. Parce que humainement, je comprends pas comment c'est possible. Mais je viens de l'avoir, n'hésitez pas. C'est un truc de fou. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Coupé vs le Barça le plus choquant. Ouais. C'est l'arrêt le plus spectaculaire. Il est spectaculaire. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. C'est le plus spectaculaire, mais pas le plus choquant, je trouve. Genre, c'est très très fort ce qu'il a fait. Mais ce Buffon dont on parle, t'as l'impression que c'est un truc qui est pas possible en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Mais non, mais c'est pas vrai, il a pas fait ça. En fait, le truc le plus fou avec Coupé, c'est genre même l'idée de faire la tête, tu vois. Parce que à quel moment tu te dis vas-y, je tente une tête. Le mec m'a tué, c'est fini, tu vois. Il m'a mis un ballon horrible. Déjà l'idée de faire la tête, c'est fou. Mais par contre aussi quand même si c'est pas aussi choquant que Buffon, la façon dont il arrive à se relever et rejaillir derrière pour sortir la tête de Rivaldo, c'est impressionnant. Ah non, c'est dingue. Et du coup, on va finir en parlant des arrêts de Casillas. Et du coup, l'émission est terminée. Merci à tous. Non, t'es dur, Yous, parce qu'il s'est fait tirer dessus beaucoup de fois, Casillas. Ouais, mais attends. Un nombre d'arrêts avec les abdos impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Sa spécialité. Ah putain de Robben de merde, quoi. Oh là, il en a fait ça voilà, on va pas dire les termes. Quel traître. Ah, ça c'est sûr. Alors après, comme tu l'as dit, il s'est vengé 4 ans après. Mais... Oui. Voilà. Non, pas assez. Ah ouais, Buffon, c'est pas top 3 le time à son poste. Je dis ça très froidement, calmement, nous gratifie. L'incroyable Thibaut. Moi, il est 4 aussi. Hein. Chez moi, parce que premier, j'ai Iker.
Deuxième, j'ai Courtois. Et troisième, j'ai Keylor Navas. Bah oui. Et s'il te plaît, si tu veux pas faire peur à Casillas, ne lui parle surtout pas de Diego Lopez, s'il te plaît. Ne parle surtout pas de Diego Lopez à Casillas. Il va prendre peur. Diego Lopez, je le mets en 5 derrière Buffon. Mais voilà. Et je mets Lunin en 6. mais respect à respect non. À Courtois, aucun respect pour Courtois, mais oui, non. Très grand gardien par contre. Trop fort ce mec. Encore l'autre, bah tu sais, je te parlais l'autre fois de l'expérience incroyable de pas regarder les matchs et de regarder les résumés en rentrant après avoir mis le mode avion. Enfin, j'ai trop apprécié ma soirée, je vais en parler pendant 2 ans encore. Et du coup, je me suis fait le résumé de Liverpool Real et je me suis dit, mais à un moment donné, il va arrêter de faire des arrêts celui-là. Il est honteux. Il est honteux ce match. En plus, il n'y a pas un arrêt facile. Ouais, mais c'est un truc. Genre, t'as pas un arrêt photo, tu te dis, ouais, il fait une photo. Non, que des. Des ouais, vraiment. Ah là là. Premier roulis, deuxième Donnarumma. Mais je préfère Keylor. Ma sensibilité me fait. Non, en vrai de vrai, ma sensibilité me fait préférer Keylor. Je sais pourquoi tu dis ça. Pourquoi parce qu'il est... oui, bon, ouais, aussi. Non, et puis il a ce côté un peu, il a cette folie. Côté chat. Ouais, c'est ça. Il a ce côté chat, ouais, Keylor. Mais tu sais, par contre, Courtois, vrai truc, c'est que tu vois, autant Neuer, bon, gardien extraordinaire, hein. Mais Courtois, c'est le seul gardien après Buffon, je veux dire, que je me dis, ce mec-là ne fait jamais de bourde. Ouais. Je sais pas s'il y en a sur le chat qui ont des souvenirs de bourde de Courtois, parce que Neuer, t'en as eu plein en vérité. Même s'il c'est peut-être le gardien qui a atteint peut-être le niveau le plus haut. Mais genre Courtois, c'est le seul gardien où je me dis, mais le mec ne fait jamais de bourde. Mais bon, après, c'est ma perception, parce que là, il y a un commentaire qui dit qu'au début, c'était bourde sur bourde, mais genre, c'est un gardien, j'ai aucun souvenir de genre un truc vraiment, une grosse faute de main, un truc qui coûte cher, tu vois. Et ouais, comme je dis, c'est pour ça que Buffon, bon, à PSG, ça compte pas, mais Buffon, jusqu'à ce qu'il ait 40 ans, il faisait une bourde tous les 5 ans, quoi. Alors que Neuer, même en étant très fort, il en faisait. Keylor, il en a fait aussi. Les Van der Sar, les Petr Cech, ils ont tous fait des fautes de main. Mais la spécificité, moi, c'était vraiment ça. La plus grosse spécificité de Buffon, à mes yeux, au-delà de son niveau, c'est que c'est un mec qui ne faisait jamais de boulettes. Jamais. Genre, t'avais pas un mec plus fiable que lui. Et Courtois, j'ai un peu cette perception de lui. Ouais. Mais parlons de Buffon. Quel est ton avis sur le fait que le fils de Buffon ait décidé de représenter la République tchèque et non l'incroyable Squadra Azzurra? Comment lui en vouloir, c'est ça? Alors déjà, on peut pas lui en vouloir. Ça, c'est vrai, on peut pas lui en vouloir. Mais connaissant, on va dire, les certaines convictions politiques de Super Gigi, j'ai été un peu surpris. Qu'ils conçoivent que son fils ne représente pas son pays, enfin son pays de Gianluigi, quoi. Ouais, ouais. Mais on peut pas lui donner tard, hein, au minot. Il a vu Matteo Retegui courir sur le couloir gauche, il s'est dit arrête tes conneries. Moi, et la nouvelle sensation Pio Esposito, bon. Mais par contre, c'est sportivement parlant, tu sais, c'est un peu comme quand t'as un binational qui décide de jouer pour le Gabon par rapport à l'équipe de France, on comprend. Là, quand tu choisis la République tchèque au lieu de la Squadra Azzurra, on se dit que le mec, il est un peu courageux, quoi, parce qu'il avait un choix de facilité, c'était l'Italie, quoi. Il aurait pu être titulaire là dans 2 semaines avec l'équipe. Et il choisit quand même de prendre une grosse sélection comme la République tchèque, où il va être en concurrence avec Chori devant, qui est quand même un attaquant d'un certain calibre, alors que la facilité, c'était d'aller jouer avec Retegui, et il avait une place garantie, quoi. Donc non seulement choix étonnant en termes
d'affiliation. Mais choix courageux sportif parce qu'il a pris l'équipe où il y a le plus de concurrence, quoi. C'est beau. Sébastien Frey, il a une... Oula, Sébastien Frey, le pauvre. Sébastien Frey, en plus, le pire, c'est que vous avez pas... Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette époque-là, mais il y avait une période où c'était un peu la mode dans les médias de dire mais pourquoi Frey il joue pas, pourquoi Frey n'a pas sa chance, etc. Et je crois que tu le vois une fois et tu comprends pourquoi tu... Ah, il s'est tué de suite. Mais ça a été un peu la malédiction, tu sais, c'est un peu la malédiction des années Barthez. Ouais, avec Coupé aussi, parce Barthez. Que même... Et bah Coupé, oui. Tout le monde disait, ouais, pareil, attends, enfin, je dis tout le monde disait, du coup, tout le monde disait tout, mais, enfin, voilà, Coupé, pourquoi il joue pas, pourquoi c'est Barthez, Euro 2008. Et ils ont jamais réussi à comment dirais-je, à profiter. Ouais. Bon, ils avaient des miettes, hein. Pour le coup, ils avaient vraiment des miettes. Mais ils n'avaient pas le droit à l'erreur, quoi. Et bon, ben, Frey, il s'est tué de suite. Et Coupé, il a jamais en équipe de France donné ce sentiment de te dire ouais, vas-y, c'est lui maintenant, quoi. Alors qu'il était meilleur que Barthez. À cette époque-là, tu vois, Barthez, il n'était pas à un niveau de performance extraordinaire. Hein. Les années 2006, c'est pas la folie. Hein. Mais il n'a pas réussi à le sauter, quoi. Ah non, mais c'est clair. Et bah, on va vraiment finir là-dessus. Mon ami, parce que bon, finalement on a parlé de tout sauf de ce dont je voulais qu'on parle. Mais franchement je m'y attendais, mais au moins ça le garde pour la prochaine fois ou pour une voilà, je me le suis noté, donc du coup j'oublierai pas, mais on en parlait au début, Irak Émirats Arabes Unis, finalement c'est l'Irak qui a gagné à la dernière minute avec un penalty à la 90+7. Et donc il n'aura qu'un seul match de barrage. Et l'Irak n'aura qu'un seul match de barrage pour cette qualification en Coupe du Monde. Et du coup, le Congo va devoir espérer que cette nuit, le Panama ne se qualifie pas pour être la deuxième meilleure équipe de ces barrages intercontinentaux et du coup ne pas avoir un seul match également. Voilà. C'est fou quand même. 4 matchs de brassage pour arriver à la Coupe du Monde. Pour avoir le droit de se faire ouvrir contre les meilleures équipes du monde, super. D'avoir 43 polémiques avant le début de la Coupe du Monde par rapport au versement des primes et autres magouilles locales, ça va être compliqué. Mais en tant qu'amoureux de la géopolitique comme nous, Youss, on aura forcément un œil très particulier sur l'Irak s'ils sont présents sur le sol américain pour la Coupe du Monde. On espère qu'ils auront bonne mémoire, en tout cas. C'est important. C'est important d'avoir de la mémoire. Ah, toujours. Devoir de mémoire. Et merci, Edou, pour ce moment. Ben, merci à toi. Merci, et merci à vous. Dans le chat, je vois que vous avez apprécié cette dernière salve. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Il n'était pas, du coup, on n'a pas parlé de ce dont je voulais, mais tant mieux d'un côté. Un peu décousu, mais bon. Plus que d'habitude, je sais pas, hein, franchement. Peut-être qu'avec le. Par contre, Youss, alors je sais pas ce que tu as prévu ce week-end, mais sans troll. Fais-moi rêver. Gros programme de première ligue ce week-end. Hein. Mais bon, tu me dis ça à chaque fois, mais oui. Non, mais là pour le coup, c'est vrai, c'est pas uniquement ludopathique. C'est. Non, mais je suis mort. Non, mais parce que t'as l'incroyable Newcastle City samedi soir. C'est ça, exactement. J'imagine que toi. En même temps. J'imagine que toi, il y a un petit Liverpool Forest qui va t'intéresser. Ah oui. Ah ouais. Pour des raisons sportives et économiques. Évidemment. Même si en même temps il y aura Barça Bilbao, donc peut-être que le choix sera en même temps. 16h15 Barça Bilbao samedi, font chier. Ah ouais, je te jure. Et puis c'est 16h en plus la première ligue. Ouais, exactement. Ouais. Et le lendemain il y a Arsenal Tottenham. Et oui. Et ouais, exactement. Donc on aura peut-être plein de choses à dire. Ah, t'es hors jeu lundi? Sûrement. Normalement ouais. Mais on peut. Parce qu'après, il y a la Ligue des Champions, mardi, mercredi. On peut s'organiser. Si t'as un peu de dispo dans l'après-midi, lundi, on peut s'organiser, tu vois, par exemple.
Bon, après, j'ai envie de te dire, là, je suis devant le programme de Ligue des Champions mardi. On a Ajax Benfica et Galatasaray Royal Union. Donc, Bah bon. oui, voilà. Non, la Ligue des Champions risque pas de livrer plein de conclusions, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Donc, on aura peut-être voilà, des prochains mardi rigatoni avec de l'actualité. Parce que c'est vrai que les Espérons. derniers épisodes n'ont pas été Mais c'est pas c'est plus pas mal. plus mal. Voilà. Exactement. Eh ben, merci. Merci à tous. Merci à vous. Et on se dit à la semaine À très prochaine. vite. C'est incroyable, ça. C'est dingue, hein, quand même. Hein. C'est quel sérieux. Quelle régularité. C'est Quelle beau. régularité. Merci. Juste merci, quoi. Ciao, ciao.